Donc, on va commencer la formation. Déjà, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, la formation elle va porter sur une introduction au réseau de neurones pour deux tâches de classification classique, pour deux tâches classiques en apprentissage automatique, qui sont la régression et la classification. Donc là, dans ce format, je suppose que vous ne connaissez pas le réseau de neurones et du coup, je vais essayer de vous faire sentir un peu l'intuition qu'il y a derrière ces modèles et dans quelle mesure ils peuvent nous aider à résoudre du coup ces deux tâches donc, de régression et de classification qui sont deux tâches très communes, qu'on essaie beaucoup de résoudre dans le cadre de l'apprentissage automatique. Donc au départ, vous allez voir qu'en fait, on va utiliser, je vais vous présenter des modèles assez basiques de machine learning qui ne font pas du tout appel au réseau de neurones, mais en fait, c'est parce que c'est avec cette base qu'on va finir par comprendre l'intuition qui nous fait pousser, qui va nous donner envie d'aller vers les réseaux de neurones. Donc, concrètement, le plan de cette format, ça va être le suivant. Donc, en premier, je vais vous parler du modèle le plus simple qu'on puisse imaginer, qui est la régression linéaire. Donc, au départ, donc on va parler de régression, et vous allez voir que la régression linéaire, en fait, c'est un peu la racine ou la première brique, si vous voulez, d'un réseau de neurones. Ensuite, on va essayer de comprendre ensemble comment on pourrait faire pour essayer d'étendre le cas de la régression linéaire dans le cas où, finalement, on faudra faire de la régression non linéaire. Ensuite, ce sera l'occasion donc de parler des réseaux de neurones et d'introduire un certain nombre de jargon, de vocabulaire et donc de terminologie pour que vous soyez un peu plus familier avec ce qu'on a l'habitude de faire. Et on verra aussi ensemble les limites des réseaux de neurones quand on veut faire de la régression. Une fois qu'on a fait tout ça, on fera une petite démo sur PyTorch pour montrer un peu comment on code tout ça, mais vous allez voir que c'est assez intuitif et qu'on peut rapidement avoir des résultats. Ensuite, on va passer à la classification. Donc, et en fait, vous allez voir, on va avoir beaucoup de ressemblances entre comment on va traiter la classification et comment on va traiter la régression. Et on va tout de suite enchaîner sur les limites des réseaux de neurones pour la classification, parce que en fait, une fois qu'on aura vu la régression juste avant, vous allez voir que vous expliquer la classification, ça va être assez basique, et vous allez comprendre rapidement comment on va étendre la classification qu'on a l'habitude de faire simplement en machine learning, dans le cas donc, du deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage avec des réseaux de neurones. Et enfin, je vais vous donner des conseils pour l'entraînement d'un réseau de neurones en général, quelques petits trucs, et je vais conclure, pardon. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. J'essaierai d'y répondre peut-être en direct ou pas. Sinon, vous pouvez les poser à la fin, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer tout de suite avec la régression linéaire. Alors, la régression linéaire, il faut savoir que déjà, ce que c'est qu'une régression, avant de commencer de parler de régression linéaire, une régression, ça consiste à essayer de prédire une quantité numérique contenue. Par exemple, vous voulez prédire, disons, la valeur immobilière d'un bien immobilier que vous avez acheté récemment en fonction de plusieurs paramètres. Voilà. Donc concrètement, voilà, comme je viens de le dire, pour prédire cette quantité numérique continue, il va falloir qu'on ait de la donnée, donc de l'information, parce que sinon, juste comme ça, on n'est pas magicien, on ne va pas prédire ce qui se passe sans avoir de la donnée. Donc, comment on modélise la chose? On se dit qu'on a une quantité à prédire qu'on appelle la cible ou la target en anglais, voilà, on l'appelle Y ici. On se dit que ce Y, en fait, il va dépendre de données qu'on a recueillies, et du coup, ça va être une fonction de X. Et nous, concrètement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver du mieux possible cette fonction donc y de x qui lie y à x, et pour ça, on va proposer un estimateur de la relation qui lie x à y, qu'on va appeler phi de x. Donc, par exemple, on peut très bien imaginer, je sais pas, imaginer que quelqu'un s'est fait vacciner au Covid-19, voilà, ça fait entre 1 et 2 mois qu'il s'est fait vacciner. Et on imagine qu'on peut modéliser, par exemple, on peut essayer de prédire le taux d'anticorps qu'il va avoir au Covid-19 par rapport à son âge, au temps depuis la deuxième injection du vaccin, et à son poids. Voilà, ça peut être à peu près raisonnable. Et ce qu'on fait, en fait, dans le cadre de la régression linéaire, c'est qu'on suppose que la relation qui va lier
x à y, ça va être une relation linéaire. Donc en fait, si on est en dimension 1, ça sera une simple droite. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais déjà, la régression linéaire, en fait, certainement que vous l'avez déjà croisé plusieurs fois dans votre vie. C'est-à-dire que déjà en terminale, en tout cas en terminale S, on avait l'habitude, par exemple, de faire un... Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y a un TP où on a une sorte on étudie la chute libre. Et on veut vérifier que quand on a une chute libre, on a à peu près la vitesse donc de la balle qu'on lâche, qui est égale à g, donc une constante, fois le temps. Et on fraissait des points et on voyait qu'une droite, ça pouvait bien modéliser la situation. Et on trouvait g comme ça, l'accélération de la pesanteur. Bon, là, la régression linéaire, c'est exactement ça. On suppose que finalement, la relation qui lie notre donnée à notre cible, c'est juste une relation linéaire, rien que ça. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très simple. Et en pratique, comment on fait pour trouver du coup la meilleure droite qui puisse le mieux expliquer nos données selon comment elles sont réparties? En fait, c'est très simple. Déjà, donc, comme on le sait, on recueille de la donnée, ça marche toujours comme ça en machine learning, on a de la donnée et c'est à partir de là qu'on est capable de faire des prédictions. Donc, imaginez qu'on a recueilli n observations, n données, n informations, et on sait exactement ce qui s'est passé. Par exemple, ici, ça pourrait être le temps, et ici, la vitesse de la balle si on fait une chute libre, disons. Donc, à chaque fois, on a notre donnée et ce qu'on a pu observer. Et à partir de ces n points, on voudrait connaître globalement quelle est la relation qui lie x à y. On imagine qu'elle est linéaire, donc ça veut dire qu'on propose comme relation une relation du type ax plus b. Vous voyez, il y a a et b, et nous, ce qu'on cherche, c'est précisément a et b, c'est ce qu'on appelle des poids. Et selon comment on va les fixer, on n'aura pas la même forme de droite, on n'aura pas du tout la même relation, et du coup, c'est justement le fait d'avoir ces points-là dans l'espace qui vont nous permettre de trouver les meilleurs a et b. Alors, pour les trouver, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va introduire ce qu'on appelle une fonction de coût. Donc, la fonction de coût, généralement, qu'on utilise pour la régression linéaire, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on regarde pour chaque point l'écart qu'on a entre notre prédiction, donc notre AXI plus B, si vous voulez, et la vérité, le YI, ce qu'on a réellement observé, on le met au carré et on fait la moyenne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert à avoir une notion de à quel point on se trompe dans ce qu'on essaye de modéliser. C'est-à-dire, si on modélise une droite qui ne matche pas du tout avec les données qu'on a observées, ça veut dire que cette fonction de coût va être très grande et du coup, ça montrera qu'on se trompe complètement. Et au contraire, si cette fonction de coût est très petite, ça voudra dire qu'on aura réussi plutôt bien à trouver une relation qui semble expliquer la donnée qu'on a observée. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment trouver les deux poids A et B qui vont nous permettre de minimiser l'erreur quadratique. Alors là, pour simplifier, vous voyez, je me suis mis en dimension 1, c'est-à-dire que là, j'ai juste phi de x égale à x plus b. Mais si vous êtes en dimension 2, vous aurez eu du AX plus BY plus C, etc. On peut se mettre en dimension N. Mais là, vraiment, dans le cadre de la formation, pour l'instant, je me mets en dimension 1 pour que vous voyez les choses un peu plus claires et que dans votre tête, ce que vous voyez pour l'instant, c'est une droite. Donc, imaginons qu'on veut trouver du coup les A et B qui permettent de minimiser cette erreur quadratique. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que cette fonction de coût, elle dépend que de A et de B, parce que les XI et les YI sont fixés. Une fois que vous les avez recueillis, c'est fini, on les a. Et cette fonction de coût ne dépend au final que de A et de B. Du coup, ça veut dire des poids que vous avez choisis, du modèle que vous avez choisi pour modéliser votre donnée. Donc maintenant, comment on va faire pour trouver les meilleurs A et B? Ceux qui permettent de minimiser ce coût, il y a un algorithme qu'on appelle la descente de gradient. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, en fait, en pratique, quand on a une fonction qui est, disons, continue et qui présente un minimum, ça serait pratique. C'est toujours idéal d'avoir une méthode qui permettrait d'aller vers ce minimum en partant de n'importe où enfin, imaginons qu'on choisit aléatoirement un point sur la courbe. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir arriver au minimum assez rapidement et de telle façon, du coup, à pouvoir trouver nos meilleurs paramètres A et B qui minimiseraient cette fonction de coût, par exemple. Donc, dans le cadre de la descente de gradient, ce qu'on fait, en fait, l'intuition qu'on a derrière ça, c'est de se dire, si j'ai une fonction, imaginez une fonction, donc en dimension 1, pour simplifier,
on sait que la dérivée, elle nous donne un indice sur comment la fonction se comporte au niveau des variations. Donc, on sait quand elle est croissante, quand elle est décroissante, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le gradient peut nous donner une information précieuse sur où se diriger pour atteindre un minimum quand il existe dans le cadre d'une fonction. Donc, là, j'ai pris une fonction qui est très connue, la fonction donc, x carré, qui est une parabole. Et pour vous illustrer ça, en fait, on peut imaginer que, voilà, imaginons que je prends un point complètement aléatoirement sur cette courbe. Donc, imaginons que je prends le point d'abscisse x égale 10. Attendez, peut-être que si je peux annoter, ça sera encore plus simple. 2 secondes. Essayons d'annoter. Alors, voilà. OK. Imaginons que je prenne le point x égale 10. Voilà. On sait que la dérivée de cette fonction, c'est 2x. Et du coup, la dérivée, donc je rappelle que f de x c'est x carré au cas où. Du coup, on sait que en ce point-là, en x égale 10, f' de 10, ça va être égal à 20. OK. Et alors, du coup, ce que nous dit cette info, c'est que si on part de x égale 10 et qu'on rajoute 20, donc ça veut dire qu'en fait, on arrive à x égale 30, on va s'écarter du minimum. En fait, le gradient, il nous donne, de tout seul, à lui tout seul, il nous donne la direction qu'il faut emprunter pour s'écarter du minimum quand il existe. Donc du coup, vous voyez que intuitivement, ce qu'il faut faire pour aller vers le minimum, c'est de ne pas additionner par 20, mais plutôt revenir en arrière, faire 10 moins 20, donc aller dans la direction contraire du gradient, et on se tombe sur moins 10. Donc en fait, en faisant ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir de là et hop, on va se diriger vers le minimum, mais on va tellement aller loin qu'on va remonter au final et on va être ici, en moins 10. Alors, le problème, c'est que si vous faites juste ça, je pense que vous aurez remarqué qu'en fait, si on s'amuse à refaire la même chose pour moins 10, on va revenir sur 10, puis après, on va revenir sur moins 10, etc. Donc, en fait, à chaque fois, certes, on va pouvoir réussir à atteindre enfin, à aller dans la direction qui nous dirige vers le minimum, mais si on fait juste ça, on va tout le temps dépasser le minimum et on va faire quelque chose de cyclique qui va jamais s'arrêter, on n'atteindra jamais ce minimum. Donc en fait, c'est pas tout à fait la bonne stratégie à avoir. Ce qu'on fait généralement, c'est que plutôt de prendre le gradient comme il est ici, on multiplie enfin, ce que j'appelle le gradient, il faut savoir que c'est l'extension de la dérivée en grande dimension, pardon, ça je ne l'ai pas précisé. Donc en fait, là, on peut imaginer que je prenne la dérivée, et qu'à la place de prendre la dérivée au point 10, je prends, disons, une fraction de ce que j'obtiens. À la place de prendre 20, je peux prendre 10% de 20, donc disons que je peux prendre 2. Et si je fais ça, alors dans ce cas-là, j'aurai toujours la notion de déplacement vers le minimum, parce que de toute façon, que j'enlève 10 ou que j'enlève 2, je vais me déplacer toujours dans ce sens-là. Si je pars de 10 et que j'enlève 2, ou que j'enlève 10, ou 20, pardon, ou 30, c'était ça, ouais, c'était 20, pardon. Quand j'enlève 10 ou que j'enlève 20, je vais toujours arriver dans ce sens-là, mais la différence que j'ai cette fois-ci, c'est qu'en enlevant 2, je me rapproche du minimum et je ne le dépasse pas. Et si je continue à faire ça à chaque fois, donc avec 8, puis je prends la dérivée en 8 et je le multiplie par 0,1, etc., je vais arriver peu à peu vers le minimum de la fonction, donc doucement mais sûrement. Et une fois qu'on y est, c'est fini, parce qu'une fois qu'on y est, la dérivée de la fonction en un minimum, on sait que c'est 0. Donc cette fois-ci, on n'aura plus du tout d'indication. Enfin, c'est comme ça qu'on saura précisément qu'on est arrivé au minimum. On n'aura plus du tout à bouger. Donc, juste je récapitule. L'idée, c'est de se dire que... Attendez, je vais dire tout effacer. Donc l'idée, c'est de se dire que la dérivée d'une fonction en dimension 1, ça nous donne une indication sur où se diriger pour atteindre le minimum. Alors précisément, il faut suivre la direction contraire que nous donne la dérivée pour atteindre le minimum quand il existe. Et il faut surtout penser à multiplier, disons, prendre une portion de finalement ce que la dérivée nous dit, parce que si on suit que la dérivée, il peut arriver qu'on oscille autour du minimum, et donc du coup qu'on n'arrive pas à arriver au minimum, mais qu'on fait que le passer et repasser par-dessus sans jamais l'atteindre. Donc c'est très important cette idée de je pars d'un point, je me dirige dans la direction donnée par la dérivée, mais j'avance très doucement jusqu'à arriver patiemment à cet endroit-là. Donc après là, ici, le x carré, c'est vrai que c'est une fonction très particulière, hein, voilà, tout ça.
C'est possible que si vous prenez la dérivée pour une autre fonction que je peux tracer comme ça, je m'en fiche, disons, et qu'il faut atteindre ce minimum-là et que je pars de là, c'est possible qu'en prenant le gradient, vous allez réussir à atteindre directement ici. En fait, à chaque fois, il faudra réfléchir à quoi faire pour arriver à notre minimum sans le dépasser et sans y arriver trop lentement. Et cette stratégie, du coup, c'est ce qu'on appelle la descente de gradient parce qu'en dimension plus grande que 1, donc en dimension n si vous voulez, la dérivée, c'est ce qu'on appelle le gradient. Enfin, en tout cas, il y a une notion de gradient en dimension n qui est équivalent à la dérivée en dimension 1. Et si vous voulez, en fait, quand on a une fonction qui dépend de n variables, x1, x2 jusqu'à xn, le gradient, c'est juste un vecteur qui va contenir, du coup, la première coordonnée du vecteur, ça va être, si vous voulez, entre guillemets, la dérivée de la fonction par rapport à x1 en considérant que tout le reste est constant, la dérivée de la fonction par rapport à x2 en considérant que tout le reste est constant, etc., jusqu'à n. Et ça va vous donner un vecteur qui va vous donner une direction, et c'est en suivant le contraire de cette direction que vous pourrez arriver à minimiser votre fonction, même en dimension n. Alors, ce que j'ai marqué là, c'est que pour garantir un bon comportement de la stratégie, on essaie souvent de travailler avec des coûts convexes. Bon, c'est surtout qu'en fait, on aime travailler plutôt avec des coûts qui sont continus, qui présentent des minimums, et quand on a convexe, on a des chances de présenter des minimums, donc c'est plutôt pratique, généralement, quand on a un coût convexe, cet algorithme marche vraiment bien. Donc là, si j'ai lu ce que je voulais faire par rapport à avant, donc avant, on avait une fonction de coût, je vous rappelle, qu'on voulait minimiser, et cette fonction de coût, elle dépendait de A et de B. Vous voyez, en fait, phi de xi, c'est axi plus b. À chaque fois, on avait axi plus b moins yi. On somme tout, on fait la moyenne, mais ça dépend de a et de b. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était minimiser cette fonction par rapport à a et à b. Donc, par exemple, là, je vous fais l'algorithme, la formule de l'algorithme par rapport au paramètre a. Il faudra faire la même chose pour le paramètre b. Donc, en fait, au départ, à l'instant t, on peut imaginer qu'on a l'instant 0, par exemple. À l'instant 0, on a pris un point complètement aléatoire, l'abscisse x égale 10. Et pour avoir le prochain point, donc le point à l'instant t plus 1 à l'instant 1, on a pris notre abscisse initiale et on a enlevé une certaine quantité fois le gradient, donc le gradient par rapport à A, évalué au point précédent qui était donc 10. Et ce paramètre-là, hein, qui va décider à quel point on va descendre plus ou moins vite vers le minimum, peut-être trop vite, peut-être pas assez vite, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'apprentissage. Donc vitesse, parce que voilà, ça contrôle à quel point on va s'approcher du minimum, est-ce qu'on va aller trop loin, ou est-ce qu'on va aller pas assez, ou alors est-ce qu'on va aller très doucement vers le minimum. En anglais, c'est ce qu'on appelle le learning rate. Alors toute l'histoire que je viens de vous raconter là, ça se représente plutôt bien avec un schéma qu'on peut faire comme ça. Donc, imaginez que du coup, on fait une régression linéaire toujours. On a comme entrée un réel x, donc là on est en dimension 1, et on a aussi une entrée virtuelle, que j'appelle virtuelle parce que bon, le 1 là, c'est quelque chose qui n'est pas directement de la donnée, mais comme à la fin, on souhaite avoir une fonction qui a une ordonnée à l'origine qui n'est pas forcément nulle, donc vous voyez là c'est le plus b, on est obligé d'introduire cette sorte de données virtuelles pour qu'ensuite on puisse modéliser ça comme au final une somme pondérée entre x et 1. Parce qu'au final, ce que je fais là, en faisant ax plus b, c'est a fois x plus 1 fois b. Vous voyez? Donc, on a notre entrée, x, la vraie entrée x et l'entrée que j'appelle virtuelle 1. On multiplie par ax, on multiplie par b1, on additionne et on obtient ax plus b. Ensuite, une fois qu'on observe, une fois qu'on a cette approximation de la relation, on calcule l'erreur qui dépend de A et de B donc en faisant cette approximation sur tous les points de notre dataset. On compare ça du coup à la réalité, la vraie relation y de x qu'on a pu observer. Puis ensuite, on applique l'algorithme de descente des gradients. Et en faisant ça, on va du coup mettre à jour A et B, puis on va recommencer en fait. On met à jour A et B, puis on recalcule AX plus B, puis on revoit la fonction de coût, on recalcule le gradient, et on remet à jour A et B, etc. Et du coup, à la fin, si tout va bien, vous arriverez à minimiser cette fonction de coût et trouver les A et B qui pourraient le mieux, qui vont correspondre le mieux avec la donnée que vous avez à votre disposition. Et en fait, là, sans le dire,
on a en début une brique de ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc, on verra plus tard ce que c'est vraiment qu'un réseau de neurones. Là, c'est pas vraiment un réseau. Mais en tout cas, là, on a devant nous ce qu'on appelle un neurone. Et donc, un neurone, c'est quoi? C'est juste quelque chose qui va prendre une entrée et qui va, à partir de cette entrée, va fournir une sortie. Donc, en fait, au final, c'est juste une sorte de fonction, si vous voulez. Et donc là, vraiment, le neurone, ce qu'il fait, c'est qu'il prend notre x et notre 1 et il le transforme en ax plus b. Donc, enfin, voilà. Donc, il y a une notion de poids et de somme. On fait une somme pondérée de x et de 1, et c'est ça notre neurone. Alors, ce que j'ai appelé nœud ici, ça peut représenter du coup soit un neurone, soit de l'information, donc ça peut être donc des coefficients réels ici, x et 1, et ici ax plus b, ou alors voilà, un neurone. Ce que j'appelle la couche d'entrée, c'est les entrées, la couche de sortie, c'est les sorties. Le forward pass que vous pouvez voir ici, c'est ce qu'on a, enfin, le forward en anglais, ça veut dire aller de l'avant. Du coup, ça veut juste dire qu'on passe de x à x plus b. Et là, quand je mets backward, ça veut dire qu'on va en arrière parce qu'en fait, on redéfinit A et B. C'est juste ça. Et dans ce schéma, rien que ce schéma vous donne une stratégie pour faire de la régression linéaire et trouver du coup, essayer d'approximer votre relation entre x et y comme quelque chose de linéaire en dimension 1. Donc, quand on a x appartient à R et y appartient à R. Maintenant, on veut essayer, imaginons qu'on veut faire une régression dans le cas général. Donc voilà, imaginez, j'ai cette répartition des points. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que faire une régression linéaire comme ça, là, c'est une bonne idée, en fonction de ce qu'on peut voir ici? La question, c'est est-ce que vous pensez que on peut finalement Non, trouver une droite qui va réussir à approximer ce qu'on voit là? Non. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord que ça paraît ridicule. Bon, en fait, c'est pas du tout ridicule parce que même si on là, ce qu'on voit, ça paraît, on se dit c'est pas possible, une régression linéaire, ça marchera pas. Mais en fait, la vérité, c'est que si on change de représentation, ça peut tout à fait être une régression linéaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si imaginez que cette fonction que j'ai fait là, c'était 4 sinus x plus 8. Évidemment, c'est pas linéaire. Mais c'est pas linéaire en x, c'est linéaire en sinus x. C'est-à-dire que si maintenant, à la place de considérer les points x, enfin, à la place de considérer les abscisses x, je considère un abscisse sinus x, c'est-à-dire si j'effectue une transformation de x vers sinus x, donc je change finalement d'espace, entre guillemets, bah là, ça sera complètement linéaire, parce que si je pose grand X égale sinus X, le Y que j'ai là, ça va être 4 grand X plus 8. Et là, maintenant, on a transformé ce problème qui n'était pas du tout une régression linéaire au début, en quelque chose qui va complètement bien fonctionner avec une simple régression linéaire. Donc, en fait, là, ce que je veux vous faire sortir, c'est juste que des fois, quand on a un problème qui peut sembler complexe, quand on change de représentation, tout d'un coup, ça peut être le problème le plus simple qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, donc en fait, le problème qu'on a quand même avec cette façon de penser, c'est que dans la vraie vie, on peut jamais deviner vraiment la relation qui va lier x à y. Là, j'ai dit que c'était sinus x parce que c'est moi qui l'ai tracé, mais ce que je veux dire, c'est que déjà de 1, en dimension 1, si je vous dessine une fonction à la main, vous n'allez pas du tout deviner c'est quoi la forme qui permettrait de le rendre, de rendre le problème en juste un problème de régression linéaire. Et puis même quand on est en grande dimension, alors là c'est encore pire, on peut même pas voir les points. Enfin, on peut même pas s'imaginer comment seraient les choses dans cet espace. Et du coup, ça devient carrément impossible d'imaginer de pouvoir deviner la nature, si vous voulez, de la relation qui lie notre donnée avec notre cible. Donc la question c'est, est-ce qu'on a un moyen de résoudre ce problème? Est-ce que quand même on pourrait pas tenter d'approximer n'importe quelle relation phi entre x et y, même si on ne connaît pas sa forme? Voilà. Et en fait, il y a un moyen de faire ça, auquel on ne pense pas forcément, mais je vais vous présenter ça. Hein. L'idée, c'est que n'importe quelle fonction continue peut être vue comme une sorte de somme de lignes brisées. Vous voyez, si je trace n'importe quoi à la main, on peut très bien approximer ce que j'ai tracé par une somme, une suite de lignes brisées. Vous voyez, et même si c'est pas tout à fait exactement ce que j'ai tracé, c'est que ça peut quand même être plus ou moins précis. Donc là, en fait, si je considère une infinité de lignes brisées, je pourrais carrément avoir un résultat très précis. Et donc ce qui serait fou quand même, ce serait de pouvoir automatiser la recherche d'une suite de lignes brisées qui permettent d'approximer du coup la relation qu'on aura entre notre donnée et notre cible, notre quantité à prédire.
Alors concrètement, comment on va faire ça? Alors je vous introduis une super fonction qui va vous aider dans toute votre vie de data scientist. Ça s'appelle la fonction relu. Donc vous voyez, c'est une fonction très 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 simple, hein. En 0, eh ben, ça vaut 0. Enfin pardon, sur les négatifs, ça vaut 0. Et sur les positifs, c'est l'identité, hein. Donc elle ne fait rien du tout à part empêcher, si vous voulez, tout ce qui est négatif, elle s'en fiche, et tout ce qui est positif, elle le garde comme c'est. Et il se trouve qu'en fait, si on fait si on compose des relus avec des fonctions linéaires, et qu'en plus de ça, on fait des combinaisons linéaires de ça, on peut construire des suites de lignes brisées. Donc, attendez, je pense que vous ne comprenez pas forcément ce que je veux dire par là. Donc, un petit exemple, si je prends f de x qui vaut tout ça, donc 3 relus de x-5, plus 10 relus de x plus 1, plus 5 relus de x plus 5, moins 10 relus de x moins 10, plus 6 relus de moins x, c'est un peu long à dire. Eh ben, regardez ce que j'obtiens à l'image, c'est complètement une suite de lignes brisées. Ok. Alors là, c'est juste n'importe quoi, mais je l'ai fait complètement aléatoirement, entre guillemets. Donc vous voyez, j'ai effectivement à l'écran, en faisant ça, une suite de lignes brisées. Et quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut interpréter ce que je viens de faire? En fait, ce que je viens de faire, c'est que je suis passé au final de la dimension 1, parce que j'avais juste un x réel au départ, à la dimension 5, parce qu'au final, regardez, je suis passé de x à relu de x-5, relu de x plus 1, relu de x plus 5, relu de x moins 10 et relu de moins x. C'est comme si je passais de la dimension 1 à la dimension 5, et qu'après ça, une fois que je suis passé à la dimension 5, je reviens à la dimension 1 en faisant une combinaison linéaire de toutes les coordonnées que j'avais dans ma dimension 5. Vous voyez, c'est une façon de voir les choses. Et voilà, tout ça, on peut le modéliser encore une fois avec un schéma. Donc, imaginez que j'ai mon entrée. Voilà, mon x et mon 1, toujours virtuel. Et voilà, en fait, au final, avec ce x et ce 1, je vais pouvoir faire 5 régressions linéaires. C'est vraiment ce que je fais, hein. Donc, du coup, là, j'ai x-5, x plus 1, x plus 5, x moins 10, moins x. Là, cette fois-ci, je n'ai pas un neurone, mais j'ai 5 neurones parce que j'ai décidé de faire 5 régressions linéaires. Une fois que j'ai fait ça, je passe tout dans ma relue. Et je fais une combinaison linéaire de tout ça, donc il y a un autre neurone encore. Et à la fin, j'obtiens ma sortie, qui est donc f de x, la fonction que je vous ai présentée. Donc, attendez. Donc, au départ, on reprend l'entrée, on transforme tout en donc 5. En fait, on se passe de la dimension 1 à la dimension 5 avec 5 régressions linéaires. On passe à la relue. On fait une dernière opération qui est une combinaison linéaire des coordonnées et on obtient f de x. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est quelque chose quand même d'un peu plus compliqué que ce que je vous avais présenté pour la simple régression linéaire, puisque là, quand même, on commence à faire plusieurs régressions linéaires, à composer avec des fonctions qui ne sont pas linéaires, et à refaire une régression linéaire à la fin. Et donc, le fait que ce soit plus compliqué, c'est normal, c'est parce que là, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est carrément essayer d'approximer n'importe quel type de relation. Et ce que je voulais dire ici aussi, c'est que donc avant, on avait juste une couche d'entrée, un euro, une couche de sortie. Et maintenant, on a une couche d'entrée, deux couches cachées, entre guillemets, et une couche de sortie. Pourquoi couche cachée? Parce qu'en fait, on peut imaginer que couche cachée, c'est juste la terminologie qu'on donne à ces couches-là. Ça veut juste dire que c'est des couches intermédiaires entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire que c'est pas directement, on n'a pas directement l'entrée qu'on rentre dans une fonction qui donne la sortie, c'est l'entrée qui rentre dans un premier truc, puis qui rentre dans un deuxième truc, puis qui donne la sortie. Donc l'idée des couches cachées, c'est vraiment de se dire que juste on passe de notre entrée à une autre dimension avant de revenir à la dimension de notre sortie. Et on peut avoir autant de couches cachées qu'on veut en pratique. Là, j'ai été assez simple en considérant, entre guillemets, deux couches cachées. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et maintenant, du coup, qu'on voit ça, on peut très bien avoir une idée assez intéressante. C'est la suivante. Donc, en fait, maintenant qu'on voit ça, on peut très bien avoir l'idée de approximer n'importe quel type de relation entre, disons, un réel x et une quantité à prédire y, avec une sorte comment dire ça, de composé, enfin de combinaison linéaire de composés de relus avec des régressions linéaires. Alors, c'est un peu compliqué à dire, mais l'idée, c'est qu'on additionne, on fait plein de composés de relus avec des fonctions linéaires, on fait des combinaisons linéaires de ça, et on passe d'un espace de dimension 1 à un espace de dimension ce que vous voulez. On fait ça plusieurs fois, on change de représentation, et en changeant de représentation, on espère qu'à la fin, à la toute fin,
on va pouvoir trouver une représentation dans laquelle une simple régression linéaire pourrait fonctionner. Et évidemment, ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'au départ, on propose les poids que vous voyez là 5, 1, 5, 10, etc. Les poids des régressions linéaires qui sont impliqués et, si vous voulez, les poids aussi de la combinaison linéaire finale ici, c'est des poids qu'il va falloir trouver en réalité. Là, je les ai fixés. Vous pouvez partir de n'importe quoi. Une fois que vous les avez fixés, maintenant, c'est très simple. Une fois que vous allez les fixer, vous pouvez très bien, maintenant, vous regardez votre fonction de coût. La fonction de coût, elle va dépendre de tous vos poids, cette fois-ci, pas que de A et de B, parce qu'on n'est pas dans une simple régression linéaire, elle va dépendre de tous les poids que vous avez fixés. Et encore une fois, en appliquant encore l'algorithme de descente de gradient, pour chacun des poids, vous allez réussir peu à peu à converger vers une suite de lignes brisées qui va vraiment approximer votre relation entre votre donnée et votre sortie, enfin votre entrée et votre sortie. Donc je redis, on change de représentation de telle façon à ce que, à la dernière couche, on n'ait plus qu'à faire une régression linéaire pour pouvoir déduire quelque chose qui puisse estimer correctement notre quantité à prédire. Et comment on fait ça? Et bien, en fait, on met à jour les poids peu à peu avec une descente de gradient en regardant à chaque fois quand on passe tout dans la moulinette, le coût finalement qu'il y a entre la fonction, le coût qu'on a entre ce qu'on estime et ce qu'on observe. Alors maintenant, ce que j'ai fait là, je l'ai fait de R vers R, c'est-à-dire de dimension 1 vers dimension 1, mais en pratique, vous pouvez faire de dimension N à dimension P, ça ne va pas changer grand-chose parce que c'est encore la même idée. On passe de dimension N à dimension que vous voulez, on change de représentation comme ça, et à la fin, on arrive sur la dimension P, ça veut juste dire qu'il y aura à la fin P régressions linéaires qui vont être faites dans la représentation finale ici, et normalement, si vous mettez à jour tous vos poids correctement, vous devrez arriver à quelque chose qui peut marcher. Alors, la relue, c'est une fonction qu'on appelle une fonction d'activation, donc c'est une fonction non linéaire qui nous sert beaucoup ici. Pourquoi ça s'appelle une fonction d'activation? C'est parce que quand je vous ai présenté la relue, je vous ai dit, vous voyez, ça met à zéro les négatifs et ça ne fait pas bouger les positifs. Bah, en fait, du coup, quelque part, la relue, c'est une fonction qui fait un choix. Elle décide de ne pas laisser passer de l'information, donc tout ce qui était négatif, mais par contre, elle décide de laisser passer tout ce qui était positif. Et évidemment, quand vous changez les paramètres de la relue, quand vous prenez relue de x-5, vous changez le seuil aussi. Donc en fait, avec toutes les relues avec toutes les relues dont on fait appel ici, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse passer de l'information pour quelques... Enfin, il y a de l'information qu'on laisse passer, il y a de l'information qu'on garde, et c'est justement pour ça qu'on appelle ça une fonction d'activation, parce que, entre guillemets, cette fonction, elle va nous permettre de choisir qu'est-ce qui est important à garder, qu'est-ce qui doit être jeté. Et il existe d'autres types de fonctions d'activation qui sont, par exemple, le plus connu, c'est la tangente hyperbolique et la sigmoïde. Et donc, l'idée des fonctions d'activation dans la réseau de neurones, c'est vraiment que grâce à la non-linéarité de cette fonction d'activation, on va être capable d'approximer n'importe quelle relation non linéaire. C'est comme si c'était la base de toutes les relations non linéaires, entre guillemets. Alors, je vous propose juste rapidement une petite démo sur PyTorch pour vous illustrer un peu tout ce que je viens de dire. Alors ouais, j'ai mis un lien pour accéder à la démonstration. Donc je vous laisse y accéder. Moi aussi, je vais le faire là. Alors attendez. Hop. Le lien, voilà, bit.ly/collabnn. Et surtout, ce que je vais vous demander, ça va être de copier dans votre drive le collab pour pas que, en fait, on s'amuse tous à le modifier, nous. Sinon, après, ça va être un vrai bordel. Sur Collab, donc comme sur tout notebook, pour lancer des cellules, on fait CTRL-Entrée, c'est un raccourci. Donc là, vous voyez, ce que j'importe, c'est de la librairie classique de machine learning. Ça va être donc torch.nn, enfin tout ça c'est PyTorch en fait, tout ce qui est torch quelque chose ou torch tout court c'est PyTorch. Porda, vous connaissez, ça sera même pas utile ici, mais je l'ai mis par réflexe. Matplotlib, NumPy, Time, Time c'est pour le temps, Pickle, vous n'êtes pas obligé de l'avoir aussi, c'est pour enregistrer des choses. Et ça, ce que j'ai fait là aussi, c'est pour enlever les warnings qu'on a, parce que des fois c'est un peu énervant. Donc, pour l'instant, on va juste regarder la première partie du notebook, c'est-à-dire qu'on va voir ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire on va voir comment les réseaux de neurones peuvent nous aider à résoudre le problème de régression. Ok ? Donc j'ai imaginé une régression comme celle-là, vous voyez.
Donc là, j'ai imaginé que c'est la fonction, j'ai pris les points entre -6, des points entre -6 et 6, que j'ai, si vous voulez, je les ai générés aléatoirement entre -6 et 6, et j'ai appliqué la fonction sinus de 4x plus 3. Voilà, ça ressemble à ça. Et j'ai rajouté un petit bruit pour pas que ça soit parfaitement sur la courbe non plus, il ne faut pas exagérer, il faut donner un peu plus, enfin un peu de, comment dire, il faut que le problème soit un peu challenger pour le réseau de neurones, sinon c'est pas drôle. Donc, la vraie relation, elle est en noir, et les points bleus, imaginons que c'est ce que j'ai en pratique. J'ai remis la structure du réseau, enfin le dernier schéma que vous avez vu, pour que ce soit un peu clair dans votre tête, si jamais vous revoyez le notebook. Et donc là, voilà, regardez, j'ai commencé à créer ici un réseau de neurones. En fait, il faut savoir que ce que je vous ai introduit ici, donc l'idée de faire des régressions linéaires et d'appliquer la revue, etc., pour avoir une sorte de suite de lignes brisées qui n'a pas d'approximer notre relation. C'est une architecture, ça, qu'on appelle le perceptron multicouche. Voilà, il faut le savoir, c'est juste le nom. Multicouche parce qu'il y a plusieurs couches, vous voyez. Et d'ailleurs, chose que j'ai pas dit, c'est que, vous voyez, donc, il y a une notion de... Enfin, là, il y a une notion de profondeur dans l'architecture parce qu'on peut décider qu'il y ait beaucoup de couches cachées. Et quand on a une architecture avec une grosse profondeur, c'est là qu'on commence à entrer dans ce qu'on appelle le deep learning. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Le deep learning, c'est juste, ça s'appelle apprentissage profond. C'est juste le fait qu'on ait beaucoup de couches cachées, donc beaucoup d'intermédiaires avant de passer de l'entrée à la sortie, si vous voulez. Hop. Donc, ce que j'ai fait là, en PyTorch, pour créer un réseau de neurones, on crée une classe. Donc c'est un peu de l'orienté objet. Et ce que j'ai fait là, c'est vraiment un truc très simple, hein, et pourtant c'est exactement ce qui est là. Donc en fait, l'idée, c'est, au départ, je dis que je veux créer quelque chose qui va passer de la dimension 1 à la dimension 10, disons, parce que là, j'ai fixé, en fait, dans cette liste-là, j'ai fixé toutes les dimensions que je veux voir par défaut dans mon réseau, c'est-à-dire que là, je passe de la dimension 10. Au départ, je pars forcément de la 1, après, je fais de la 1 à la 10, de la 10 à la 20, de la 20 à la 30, etc. Puis à la fin, je passe de la 100 à la 1. Parce que là, tout ça, pourquoi je dis que je parle de 1 et que j'arrive à 1? Parce que j'ai voulu faire encore une fois, comme je l'ai fait dans mon exemple avant, une relation où on part de R et on arrive à R pour qu'on puisse voir les choses. Et ça, tout ce qui est là, en fait, vous voyez, je l'ai appelé hidden, puisque ça veut dire caché en anglais, et c'est pour dire que c'est le nombre de nœuds qu'il y a par couche cachée. Donc finalement, c'est l'ensemble des dimensions qu'on va passer avant d'arriver à notre output final, à notre sortie finale. Donc, au départ, on dit qu'on passe de la dimension 1 à la dimension 10, c'est la première qui était dans la liste ici. Donc là, vous voyez, j'ai juste appelé la fonction qui s'appelle nn.linéar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait régression linéaire, en gros. C'est-à-dire je vais faire une régression linéaire de la dimension 1 vers la dimension 10. Et en fait, concrètement, quand je dis régression linéaire de la dimension 1 à la dimension 10, ça veut dire que je vais faire en fait 10 régressions linéaires. Je pense que vous avez compris, je passe de 1 à 10 et je vais qu'il y aura 10 régressions linéaires. Ensuite, après avoir fait ça, je mets ma relue, comme on avait dit. Puis, je refais encore un passage de dimension. Je passe de la dimension... donc là, disons qu'on est au début, donc on passe de la dimension 10 à la dimension 20. Donc ça veut dire qu'on fait encore de la régression linéaire. On ajoute la relue, puis on fait ça jusqu'à la fin. Donc on passe de la dimension 20 à la 30, 30 à 40, etc. Jusqu'à 100 à 1. Et une fois qu'on est arrivé là, à 100, on passe de 100 à 1, mais après, il n'y a plus de relue. Parce qu'à la fin, je vous rappelle, on avait dit qu'à la fin, on essaierait d'arriver à un espace où juste faire une régression linéaire, ça suffirait. Bon, c'est ce qu'on fait ici. Voilà, on finit par arriver à une simple régression linéaire dans un espace de dimension 100. Et du coup, ce sera la sortie finale du réseau. Alors là, vous voyez, j'ai créé une liste en fait pour pouvoir faire les choses simplement. J'ai tout mis dans une liste, toute ma suite de couches, je les ai mis dans une liste, et à la fin, tout ce que j'ai à faire, c'est encapsuler tout dans ce qu'on appelle le module séquentiel sur PyTorch. Et quand j'encapsule tout dans ce modèle séquentiel, ça veut dire que quand j'appellerai, je l'ai appelé, vous voyez, sortie, quand j'appellerai la fonction sortie, ça va m'exécuter tout ce qu'il y avait dans la liste dans l'ordre. Oui, donc c'est assez simple en fait. Je suis juste en train de définir une sorte de façon de créer un réseau de neurones en contrôlant le nombre de nœuds, le nombre de toutes les dimensions, si vous voulez, qui vont être appliquées dans les couches cachées. Et en un coup, voilà, j'ai juste à faire retourne out de x, ça veut dire retourne-moi la sortie une fois que je passe x dans mon réseau de neurones, pour avoir un résultat.
Donc maintenant, on peut entraîner le réseau de neurones, maintenant on sait que ça va être un truc comme ça. Et au début, je vous propose de ne pas commencer à faire 10, 20, 30 jusqu'à 100, mais juste 10, 20, 30. Essayons de faire juste 10, 20, 30 et voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça serait, je rappelle, on passe de la dimension 1 à la dimension 10, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 1. Là, ce que je dis, c'est que je commence à introduire la fonction de coût. La fonction de coût, je rappelle, c'était l'erreur au carré. En anglais, ça se dit mean square d'erreur. Donc en fait, là, voilà, j'apporte la fonction de coût sur PyTorch qui s'appelle MSLoss. Je crée mon réseau de neurones avec les couches que j'ai précisées, 10, 20, 30. Et je dis que je vais appliquer un algorithme de descente de gradient. Alors, juste un petit point important. L'algorithme de descente de gradient, en pratique, il existe 50 000 nuances de descente de gradient. C'est-à-dire qu'il y a une tonne de façons de faire la descente de gradient. Il y en a d'autres qui sont plus adaptés à certains problèmes, etc. Bon, mais par défaut, celui qu'on a l'habitude d'utiliser le plus en vérité, celui qui marche le mieux, il s'appelle Adam, je vous le dis, voilà. Mais bon, dans le cadre de cet exercice, l'algorithme de descente de gradient, comme je vous l'ai présenté moi, c'est celui-là, hein, le stochastic gradient de descente au final, c'est celui, il va très bien marcher ici. Donc c'est pas forcément obligé d'utiliser on appelle ça des optimiseurs. C'est pas obligé on n'est pas obligé d'utiliser les méthodes d'optimisation qui sont les plus compliquées non plus ici. Donc on va juste faire exactement ce que je vous ai dit, comme ça je vous embrouille pas, mais il faut bien savoir qu'en pratique, voilà, il existe plusieurs types de méthodes d'optimisation qui sont toutes plus ou moins très très proches de la façon dont fonctionne la descente de gradient. C'est pour ça que j'appelle ça des nuances de descente de gradient. Mais il y a quand même des petites subtilités, mais bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il n'y a pas besoin de faire ça pour l'instant. Donc ensuite, là, ce que j'appelle une époque, en fait, ouais, c'est le nom qu'on donne aux itérations qu'on fait dans le réseau de neurones. À chaque fois qu'on passe dans le réseau de neurones, qu'on passe toutes d'autres données dans le réseau de neurones et qu'on revient en arrière, on considère qu'on a fait une époque. Donc à chaque fois que je passe et que je reviens, une époque. Je passe, je reviens, une deuxième époque, etc. Donc là, c'est exactement ce qui va se passer. Je passe. Donc je donne à mon modèle tout mon dataset, tous mes points. Donc mes points, ils étaient encapsulés dans un grand vecteur X, d'accord? Une grosse matrice X, si vous voulez. Voilà, c'est plutôt un vecteur. Et je lui donne à mon modèle, voilà. Je lui donne à mon modèle. Une fois que mon modèle, au début, donc c'est complètement aléatoire les poids, mon modèle va me donner quelque chose, et moi je comparerai la prédiction de mon modèle avec la réalité qui est contenue dans le vecteur Y. Et une fois que j'ai fait ça, je vais dire à mon... je vais appliquer du coup l'algorithme de descente de gradient, parce que en fait, ça ne c'est pas non plus tout seul, il faut lui dire, tu vas calculer le gradient, et tu vas supprimer, tu vas enlever au poids le learning rate qui est là, donc une certaine quantité fois le gradient, parce qu'on doit se déplacer dans la direction contraire du gradient. Donc du coup là, c'est ce que fait loss point backward, ça calcule le gradient de la fonction de coût pour chaque poids, par rapport à chaque poids. Et optimizer.step, ça met à jour tous les poids par rapport aux gradients qui ont été calculés. Et ce 0 grade qui est là, il ne sert pas à la première époque, il sert à partir de la deuxième, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a calculé le gradient ici, dans PyTorch, ce gradient va rester en mémoire, et si on ne met pas cette petite commande 0 grade, on va accumuler les gradients à chaque époque, et ça, c'est pas du tout voulu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le gradient qu'on obtient à la première époque, il n'a pas du tout à être ajouté au gradient de la deuxième époque pour optimiser les poids à la deuxième époque. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois qu'on recalcule le gradient et qu'on oublie celui d'avant. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite 0 grade, et c'est juste ça. Maintenant, c'est juste ça qu'on peut le lancer, hein. Je pense, voilà. Alors, oui, pardon, j'ai pas défini avant cette cellule, je l'ai pas lancée. Mais là, si je lance mon réseau, vous voyez, donc là, voilà, on attend un peu, mais c'est pas très très long parce que là, pour l'instant, je vous ai fait vraiment un modèle simple. On est en dimension 1, on arrive en dimension 1, l'architecture n'est pas très profonde, on n'a pas beaucoup de nœuds, donc c'est rapide. Donc, vous voyez, là, on arrive, je vous ai mis 30 000 époques. Et là, ce qu'on voit, regardez, c'est qu'au fur et à mesure des époques, on a bien que la fonction de coût qui descend. Là, ce que j'affiche, c'est la fonction de coût. Au départ, on est à 0,60 quand on est totalement aléatoire. Et à la fin, au bout de 30 000 époques, on arrive à 0,14. Donc ça veut dire que quand même, on devrait arriver à quelque chose. Et si on trace ce qu'on a fait, regardez. Vous voyez, là, on voit parfaitement ce qu'a essayé de faire le réseau de neurones. C'est vraiment ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que là, notre relation qui n'était pas linéaire, ce qu'il a fait, il a essayé de l'approximer comme une suite de lignes brisées. Donc il y réussit plus ou moins bien. Mais en tout cas, ça, c'est déjà quelque chose qui est mieux qu'une simple régression linéaire. Ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ça quand même, ça essaye de faire quelque chose qui se rapproche de la distribution qu'on peut voir ici. Donc c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux?
Donc, pour essayer de faire mieux, on peut par exemple considérer plus de nœuds. Donc, donc par exemple, donc c'est-à-dire considérer des dimensions plus grandes quand on change de représentation. Donc, on fait ça. Donc, pas besoin de vous tout vous expliquer parce que c'est exactement comme avant. J'ai juste changé les dimensions intermédiaires par lesquelles on va passer avant d'arriver au résultat final. Donc, vous voyez, ça retourne. Alors là, c'est plus long. Et forcément, c'est plus long parce que on a mis plus de nœuds. On passe on arrive, enfin, les dimensions qu'on traverse sont beaucoup plus grandes, sont déjà beaucoup plus grandes qu'avant. Donc forcément, ça se traduit par un temps de calcul plus long. Donc voilà, on va laisser, enfin, je suis pas obligé de le laisser tourner parce qu'en vérité, là, j'ai fixé une seed, c'est-à-dire que là, le résultat va être déterministe. Je suis sûr d'avoir ce qui est affiché juste après. Donc autant vous l'afficher maintenant. Voilà ce qui se passe à la fin. La fonction de coût, voilà, vous voyez, déjà, elle a 20 000, elle est déjà très très proche de 0. Là, on arrive vraiment à avoir quelque chose de plutôt satisfaisant, même très satisfaisant, parce que là, ça épouse plutôt vraiment bien la forme de notre donnée. Donc là, on est content. Hein. Et on pouvait aussi tester autre chose, plutôt que d'essayer de considérer des plus grosses dimensions ici. On peut aussi considérer de faire une architecture plus profonde. Donc finalement, on garde des dimensions pas trop grandes, mais on rajoute des dimensions supplémentaires par lesquelles on va passer. Vous voyez, donc avant j'avais que 10, 20, 30, là je rajoute 40, 50, 60, et on essaye de voir si comme ça, on peut réussir à avoir quelque chose. Donc là je ne vais pas relancer, ça va être aussi un peu plus long que 10, 20, 30 parce qu'on fait plus de calculs. Et ce qu'on obtient, c'est quelque chose comme ça, donc c'est un tout petit peu moins bien que ce qu'il y avait avant, mais bon, globalement ça ressent. Donc voilà, là vous voyez vraiment que ce que je vous ai dit, c'est pas de la blague. Les réseaux de neurones, ce qu'ils font quand ils font de la régression, c'est juste approximer. Alors, après, approximer en une suite de lignes brisées, là, c'est parce qu'on a choisi la fonction relue. Si vous choisissez une autre fonction, comme par exemple la fonction tangente h, ça va vous permettre peut-être de mieux approximer le sinus, parce que la relue, comme on fait des lignes brisées, on va avoir, si vous voulez, des sauts bruts pour les côtés lisses de la fonction, parce que cette fonction, elle est lisse, hein, la fonction sinus. Mais si je prends une tangente hyperbolique qui est aussi une fonction lisse, comme fonction d'activation, je devrais avoir aussi une plutôt bonne, même une meilleure approximation encore que la relue, parce que le lissage, le fait que la fonction d'activation tangente hyperbolique soit lisse, va impliquer qu'ici, quand on va essayer d'approximer la relation, on va aussi reproduire ce caractère lisse, et du coup, comme la relation qu'on veut approximer est justement lisse, ça sera parfait pour nous, quoi. Mais bon, je l'ai fait avec relu parce que relu, c'est la fonction d'activation par défaut que tout le monde utilise parce qu'on considère que généralement, dans les problèmes qu'on fait, c'est la meilleure fonction d'activation. Voilà, je vous le dis. Si vous n'avez pas quoi utiliser, bah, c'est celle qu'on utilise par défaut généralement. Alors, le problème, c'est que même si ça paraît incroyable, il y a une limite dans tout ça. C'est que si maintenant, vous voulez prédire des points qui ne sont pas dans l'intervalle moins 6,6, parce qu'en fait, moi, les points que j'ai générés là, ils sont que dans moins 6,6. C'est comme si je vous disais, tout mon dataset, c'est des points qui sont dans l'intervalle moins 6, 6. Bah, si maintenant je considère des points entre moins 10 et 10, si je regarde l'approximation de ma fonction entre moins 10 et 10, voilà ce que ça fait. Donc vous voyez que là, c'est une catastrophe. Hein. Ça donne n'importe quoi quand on est en dehors de l'intervalle dans lequel appartenaient les points qui étaient dans le set d'entraînement, finalement. Donc, ce que ça montre, c'est que si vous voulez faire de la prédiction, disons, de la prédiction temporelle, comme ça ne marchera pas. Parce que ce que ça peut faire seulement, c'est trouver une relation, mais seulement quand entre guillemets, l'axe des abscisses, l'étendue de l'axe des abscisses, l'étendue de l'axe des ordonnées, surtout l'étendue de l'axe des abscisses, pardon, ça peut être l'étendue de votre set d'entraînement, est fixe. Par exemple, dans mon exemple avec le taux d'anticorps en fonction de l'âge, le taux d'anticorps au Covid-19 en fonction de l'âge quand vous êtes vacciné, ou disons au bout d'un mois, là, ça pourrait marcher parce que le taux d'anticorps, il doit être fixé entre une valeur minimale et une valeur maximale, et l'âge aussi, on peut dire entre 0 et 100 ans, si vous voulez, on s'en fiche. Ça serait plus entre 18 et 90, je sais pas, mais bon. Dans l'idée, là, ça pourrait marcher. Mais par contre, si vous voulez prédire quelque chose dans le temps, comme vous allez forcément devoir sortir de l'intervalle, dont vous êtes coincé pour l'entraînement, ça ne marchera pas. Donc en pratique, pour la prédiction temporelle, c'est pas la bonne fonction, c'est pas la bonne fonctionnée d'essayer de faire une régression comme ça.
Hop. Alors, aussi, ce que ça montre, c'est une chose très importante, c'est que si... alors, ça, c'est très important. Généralement, quand on fait de l'apprentissage automatique pour tester les performances d'un modèle, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe notre dataset en un dataset d'entraînement et un dataset de test. Et le dataset de test sert à évaluer les performances sur des données qui n'ont pas été vues par le réseau. Si, imaginons qu'on vous donne un dataset et que ce dataset, il est ordonné. Imaginons que je vous avais donné tous les points bleus qui sont là, et je vous avais donné, du coup, dans l'ordre, les points. C'est-à-dire, quand je dis dans l'ordre, c'est dans l'ordre des abscisses croissantes. Donc, entre moins 10 et 10. Donc, c'est vraiment la liste qui est là, en fait. Au final, c'est vraiment la liste X1 que j'ai créée ici. C'est une liste de points entre moins 10 et 10. Ah oui, peut-être que je ne l'ai pas... Ah oui, bon. Il faudrait la relancer, peut-être. Mais dans l'idée, voilà, si je vous donne une liste de points entre moins 10 et 10, et c'est ordonné de façon croissante. Si vous coupez le dataset, disons, en 70%, 30%, mais disons en se disant que vous allez garder les 70% premiers points et laisser les 30% derniers, bah, ça sera très nul parce qu'en fait, ce que va faire le réseau de neurones, c'est qu'il va, comme les 70% comme les 70% de points, ils vont se retrouver dans un intervalle, disons, compris entre, par exemple, moins 6 et 0, disons, je sais pas, non, moins 6 et 2,5, bah, il va réussir à prédire que entre moins 6 et 2,5, et comme votre test, bah, il est de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, vous voyez que ça va pas du tout marcher. Ce qu'il faut faire en pratique, c'est bien vérifier, enfin, surtout, peu importe la donnée qu'on vous donne, ne vous fiez pas à la donnée qu'on vous donne, elle est souvent structurée, et il faut souvent penser à appliquer une permutation aléatoire à votre donnée, donc c'est-à-dire de ne pas du tout mettre les points de façon ordonnée. Et une fois que vous avez appliqué la permutation aléatoire, une fois que les points ont été échangés de façon aléatoire, là, vous pouvez couper en 70%, 30%. Et là, ça aura du sens, parce que du coup, on aura vraiment des points qui décriront tout l'intervalle, et on pourra vraiment prédire ce qui s'est passé dans des points qui étaient dans l'intervalle, mais qui n'étaient pas dans le dataset d'entraînement. Voilà. Donc maintenant, on peut juste revenir sur la présentation. Ne vous inquiétez pas, après ça va aller plus vite. C'était juste le début. Donc, je vous remets ici les avantages et les inconvénients. Donc, l'avantage de la régression qu'on peut avoir avec des réseaux de neurones, c'est qu'on peut estimer une quantité continue de façon précise, peu importe la nature, donc linéaire ou pas, parce en fait, c'est intuitif que on peut approximer n'importe quoi comme une suite de lignes brisées. Donc, c'est continu, donc c'est traçable à la main, comme ils diraient les profs en terminale. Bref. Et on a vu aussi que l'implémentation, elle est rapide et intuitive. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce que je viens de faire sur PyTorch, mais ce n'est pas très compliqué à mon avis, et vous pouvez comprendre facilement comment ça fonctionne et même vous-même jouer avec ça. Maintenant, les inconvénients, c'est que ça demande beaucoup de poids à apprendre quand même. Il ne faut pas oublier que dans une régression linéaire toute simple, on n'avait que 2 poids à apprendre, A et B, et que là, on peut considérer des dizaines de milliers de poids si on veut. Donc, du coup, ce n'est pas négligeable. Ensuite, comme on vient de le voir, c'est pas pratique pour tout ce qui est prédiction temporelle, parce que moi j'appelle ça une sorte de surapprentissage sur la distribution d'entraînement, parce que dans le sens où si on commence à sortir de l'étendue ou de l'intervalle décrit par le set d'entraînement, on n'aura pas une bonne prédiction. Mais par contre, pour faire la prédiction temporelle, c'est pas pour autant qu'il n'existe pas un autre modèle qui permet de faire la prédiction temporelle. Donc il existe des réseaux de neurones qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents, qui ont une architecture complètement différente de celle que je vous ai présentée, donc qui était l'architecture des multi-layers perceptrons, et qui, elle, est complètement pensée pour faire de la prédiction temporelle. Donc vous voyez, il y a d'autres façons de faire la chose. Faut pas oublier aussi qu'une fonction qui est compliquée, plus la fonction est compliquée à estimer finalement, et plus l'architecture qu'on va devoir utiliser va être riche, et du coup plus on aura besoin de poids, et plus on va avoir du coup des problèmes de ressources, donc en temps et en mémoire. Donc combien de temps ça va prendre pour que ça marche, et combien d'espace ça va prendre. Et aussi, faut pas oublier que selon la complexité de la relation à apprendre, selon la richesse de l'architecture qu'on choisit, selon le bruit qui est présent dans le dataset, on va avoir besoin potentiellement d'un grand nombre d'observations pour pouvoir réussir à estimer la relation qu'on veut estimer. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qu'il faut retenir pour la régression. Alors, si vous voulez vous entraîner pour la régression, moi, ce que j'ai fait dans le notebook, c'est que j'ai mis des exos, hein, entre guillemets. Voilà, j'ai mis des exos juste après ça, voilà. Chaque question, ça vous apprend une chose en théorie. Donc, si vous êtes chaud, vous pouvez le faire. Alors, pas maintenant, hein, pas maintenant. Mais l'idée, c'est que voilà, si vous voulez aller un peu plus loin que ce que j'ai dit ici, vous pouvez vous amuser
avec ces exercices, et vous pouvez me contacter sur Discord ou autre pour qu'on en reparle si vous avez des questions. Ensuite, revenons à nos moutons, donc la diapositive. Hop, maintenant parlons du problème de classification. Alors le problème de classification, c'est encore une prédiction d'une quantité, mais c'est une prédiction d'une quantité discrète. Voilà, donc par exemple, je vous donne des photos de chats et de chiens, et vous devez me dire qu'est-ce qui est un... Enfin, le modèle doit me dire plutôt qu'est-ce qui est un chat et qu'est-ce qui est un chien. Bon, c'est classique comme exemple. Et pour simplifier, ici, on va prendre un modèle de classification binaire en dimension 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la dimension 2, c'est juste qu'on puisse voir des points dans un plan. Et binaire, ça veut dire qu'il n'y a que deux classes. Donc là, vous voyez, j'ai ma classe orange et ma classe bleue. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est se placer dans un cas très simple. On va imaginer que la frontière qui sépare nos deux classes, c'est une frontière linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour décider si je suis dans la classe orange ou si je suis dans la classe bleue, il va juste avoir une sorte de droite qui va délimiter l'appartenance à une classe ou à une autre. Donc si je suis à droite, là c'est orange, si je suis à gauche, c'est bleu. Maintenant, la question c'est si je propose une frontière linéaire, comment je fais pour vérifier, quelle quantité mathématique peut m'aider à vérifier que cette frontière va coïncider avec mes données? Donc en fait, l'idée, là, ce que je suis en train de dire, c'est quelle fonction de coût je peux utiliser quand je propose une frontière linéaire pour séparer mes points. Donc par exemple, je propose la frontière bleue ici. Vous voyez, elle n'est pas du tout bonne, mais voilà, comment je pourrais avoir une quantité qui me pénalise parce que j'ai choisi une mauvaise frontière. Donc en fait, en réalité, quand on fait de la classification, on peut voir le problème autrement, comme une sorte de régression. Pourquoi? Parce qu'en fait, plutôt que de se dire je vais chercher à classifier qu'est-ce qui est bleu, qu'est-ce qui est orange, on peut se dire autrement, on peut se dire je vais essayer plutôt de chercher la probabilité d'être dans la classe orange. Donc j'ai un point et je veux la probabilité d'appartenir à la classe orange. Et selon le résultat, donc si c'est typiquement si c'est au-dessus de 50%, on va dire que c'est dans la classe orange, et si c'est en dessous de 50%, on va dire que c'est dans la classe bleue. Donc par exemple, si j'ai une probabilité de 78% d'être de la classe orange, on dira que la classe est orange. Si j'ai une probabilité de 10% d'être de la classe orange, on dira que je suis dans la classe bleue. Et ce qu'on sent bien, c'est que si j'avais la vraie frontière linéaire, si j'avais la vraie frontière, donc la frontière noire ici, plus je m'éloigne vers la droite de la frontière, et plus la probabilité d'être orange va augmenter. Et plus je m'éloigne vers la gauche de la frontière, et plus ma probabilité d'être orange va diminuer. OK? Et la question que je me pose maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si on est exactement sur la frontière? Voilà. Imaginez que je suis sur cette frontière, j'ai un point sur cette frontière noire. D'après vous, ça va être quoi la probabilité d'appartenir à la classe orange si je suis sur la frontière? C'est pas très compliqué à deviner en vrai. 50% du coup. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça sera 50%. Pourquoi? Parce que quand je suis sur la frontière, c'est un peu comme si j'étais complètement incertain. Je ne sais pas vraiment si c'est orange, je ne sais pas vraiment si c'est bleu. Et du coup, le fait d'être sur la frontière, ça modélise ça, ça modélise que je suis complètement incertain et que la probabilité d'être orange, c'est autant que la probabilité d'être bleu, donc 50%. Et en fait, une fonction qui peut nous aider à traduire comment dire, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est la fonction sigmoïde. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, le fait d'être plus ou moins loin de la frontière, donc vers la droite ou vers la gauche, ça se voit assez facilement avec l'équation de la droite. Imaginez que l'équation de ma droite, c'est ax plus by plus c. Si j'ai la droite noire ici, et que donc j'ai les vrais ax plus by plus c, alors en étant sur la droite, donc mon ax plus by plus c, donc en fait, je ne sais pas si vous savez, mais quand on est au-dessus d'une droite, l'équation de la droite, du coup, va être strictement positive. Enfin, quand on va évaluer le point au-dessus de la droite, si on lui fait rentrer dans la formule ax plus by plus c, ça va être strictement positif. Et la même chose, si on se place en dessous de la droite et qu'on considère un point xy et qu'on l'évalue en ax plus by plus c, donc l'équation de la droite, on aura quelque chose de négatif. Donc en fait, plus on sera loin de la droite vers le haut, plus on aura quelque chose de grand et de positif, et plus on sera sur la gauche et loin, on aura quelque chose de petit et de négatif. Et donc, ce qui se passe en fait avec cette fonction sigmoïde, c'est que si on est à la bonne frontière, on va avoir que la probabilité d'être loin sur la gauche, ça va être 0, c'est ce qu'on veut, parce qu'en fait, pour traduire le fait que le point xy va être orange, on va utiliser la sigmoïde de ax plus by plus c qui serait notre frontière. Et quand j'ai dit que donc le fait d'être loin sur la gauche, ça veut dire que mon ax plus by plus c va être très très petit, ça va être moins 1 million, disons,
Et précisément, dans ce cas-là, la sigmoïde, quand on lui donne quelque chose d'aussi petit, eh ben, elle va tendre vers 0. Donc là, on aura bien traduit le fait que ma probabilité d'être que je sois loin sur la gauche, ça veut dire d'être dans la classe bleue. Parce qu'en fait, ma classe bleue, on va dire que c'est la classe 0, et ma classe orange, on va dire que c'est la classe 1. À partir du moment où je vois les choses comme je veux modéliser la probabilité d'appartenir à la classe orange, ça veut dire que ma classe orange, ça correspond à 1. Voilà, ça je vous le dis. Et donc, du coup, dans l'autre sens aussi, ça marche. Si je veux voir, si j'ai un point XY qui est très loin de ma frontière, alors normalement, AX plus BY plus C devrait être très grand si c'est ma bonne frontière. Et du coup, la probabilité d'être loin de la droite, sur la droite, ce sera sigma, enfin, la sigmoïde en plus l'infini qui vaut 1. Et quand on est sur la frontière, ça veut dire que je vérifie l'équation de la droite, AX plus BY plus C égale 0. Et donc, ça voudra dire que ma probabilité d'être orange ou d'être bleu sera 0,5. C'est exactement ça ce qui se passe avec la sigmoïde. Quand on regarde en 0, eh ben, on a 0,5. Donc, vous voyez, on a complètement changé le problème. On se dit qu'en fait, la frontière, si on connaît son équation, on est en mesure de traduire à partir de n'importe quel point dans l'espace s'il a plus de chances d'être dans la classe orange ou plus de chances d'être dans la classe bleue. Maintenant qu'on a ça, on peut définir une fonction de coût. Alors là, attendez, suivez un peu, parce que j'ai mis un peu de notation pour un peu alléger un peu la présentation. Donc, regardez, la probabilité qu'un point XY est orange, je l'appelais, donc c'est sigma de XY, c'est la sigmoïde de AX plus BY plus C, et je vais appeler XY grand X, pour simplifier. Je vais tout mettre dans un grand X, c'est-à-dire qu'en fait, chaque observation, je vais l'appeler grand XI, et ça correspondra à un point dans l'espace de D, XI, YI. OK ? Généralement, pour pénaliser une mauvaise frontière, le fait d'avoir fixé de façon complètement arbitraire une frontière, on utilise cette fonction de coût qu'on appelle la cross-entropie binaire. Alors là, le TI que vous voyez ici, c'est la cible, c'est-à-dire c'est la vraie classe à laquelle est associée notre probabilité XI. Et je rappelle que le P de XI qui est là et là, c'est du coup ce que nous donne notre modèle, la probabilité d'appartenir à la classe orange, la probabilité que le point XYI appartienne à la classe orange, d'après notre modèle. Alors, pourquoi cette fonction de coût arrive subitement? Alors, ça peut vous paraître enfin, c'est pas forcément intuitif, mais en tout cas, pour le vérifier intuitivement qu'elle a du sens, on peut simplement imaginer ce qui se passe quand on fait n'importe quoi. Donc, imaginons qu'on prédit bleu, donc je prédis 0, à la place de orange. Donc, c'est-à-dire que orange, c'est 1. Donc, ça veut dire que j'ai prédit, la probabilité d'être orange, ça sera 0 pour moi, parce que je prédis bleu. Et la vérité, c'est qu'en fait, c'était orange, donc en fait, la vérité, c'est que la cible était de 1. Ce qui va se passer dans le coup, c'est qu'ici, on va avoir 1, parce que 1, c'est la vérité, orange, multiplié par log de 0, parce que nous, on a prédit que c'était bleu. Et moins log de 0, en fait, ça fait plus l'infini. Ça veut dire que du coup, là, notre coût, il va diverger vers plus l'infini. Et du coup, là, déjà, on a très bien traduit le fait qu'on est en train de faire n'importe quoi. Et si on regarde ce qui se passe ici, le fait que TI, la cible, soit égale à 1, donc orange, ça annule cette partie-là du coup. Mais maintenant, dans l'autre sens, pour voir pourquoi cette partie-là, du coup, a un sens, si on imagine maintenant qu'on prédit orange à la place de bleu, dans ce cas-là, orange, ça veut dire que... pardon, bleu, le fait que la vérité soit bleue, ça veut dire que le TI vaut 0. Donc là, cette partie-là, du coup, s'enlève. Et ici, il reste 1. Et comme on a prédit orange alors que c'était bleu, on va se retrouver encore avec du log de 0 et du moins log de 0. Donc en fait, dans tous les cas, si on commence à se tromper, on va faire diverger le coût vers plus l'infini, on va avoir un nombre très très grand. Et donc du coup, ce coût, il traduit parfaitement que on est en train de faire n'importe quoi quand on fait n'importe quoi. C'est-à-dire que si on fixe une mauvaise frontière comme ici, pour séparer nos points, et bien avec ces fonctions de coût, on va très très vite s'en rendre compte. Alors le coût, d'où il sort de ce qu'on appelle la théorie bayésienne. C'est le coût qui maximise une quantité qu'on appelle la vraisemblance. Alors je ne vais pas aller dans le détail. Ce que je peux vous dire, c'est que la vraisemblance, c'est entre guillemets la probabilité que la donnée qu'on observe est bien expliquée par d'autres modèles. Et donc évidemment, ça nous arrangerait que la probabilité que les données qu'on observe soient cohérentes par rapport à notre modèle soit maximale. Et donc, du coup, quand on essaye de faire ça, on se retrouve avec ce coup-là. Et c'est de là d'où il vient. Bon, on pourra peut-être en parler une autre fois. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire aussi, c'est que le modèle qu'on est en train de faire, il est très connu. Et il s'appelle le modèle de régression logistique. Alors, on fait de la classification, mais comme on prédit une quantité continue qui est la probabilité d'appartenir à la classe orange,
il y a de la régression entre guillemets dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on appelle ça une régression logistique. Hein, donc voilà. Et la régression logistique, au même titre que la régression linéaire, on peut lui faire un joli schéma. Donc, on imagine qu'on a un point dans l'espace, pardon. On imagine qu'on a un point dans l'espace, voilà. Donc xy est toujours le poids virtuel 1 pour ajouter le coefficient c. Donc, on a la couche d'entrée, on fait ax plus by plus c grâce à notre neurone. Ensuite, on va passer ça dans une sigmoïde pour transformer cette quantité en une probabilité, la probabilité d'être orange. Puis, on compare cette probabilité avec la réalité grâce à la fonction de coût. Et du coup, on fait une descente de gradient et on change les paramètres ABC de telle façon à avoir une meilleure frontière. Et on fait ça jusqu'à qu'on arrive à bien baisser cette fonction de coût. Donc vous voyez qu'au final, il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent avec ce qu'on avait fait avec la régression. Si ce n'est, par exemple, ici, qu'on a une histoire de... le résultat, ce n'est pas directement ax plus by plus c, mais une fonction de ax plus by plus c, qui transforme du coup ça en probabilité, et aussi le fait qu'on soit en dimension 2 cette fois-ci, mais bon, voilà, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, donc dans l'idée, c'est exactement comme avant. Et maintenant, je vous repose la question, est-ce que vous pensez qu'une régression logistique peut fonctionner ici ? Bon, Après, ça a l'air bien séparé, donc enfin, pourquoi pas, ouais. ok, donc en fait, là, la régression logistique, ça permet juste de faire des frontières linéaires. Donc là, il n'y a Ah aucune... oui, pardon, oui, effectivement. Oui, il y a aucune frontière linéaire, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était juste que si on change de représentation, exactement comme avant, eh ben, on peut transformer ça en une frontière linéaire. Parce qu'en fait, si je passe de l'espace, à la place de représenter les points x, y, je représente les points sinus x, y, parce qu'en fait, là, c'est un sinus qui est dans l'histoire, et ben en fait, je peux retrouver avec une représentation où là, mes points peuvent être parfaitement séparables linéairement. Donc, c'est vraiment encore l'idée que si j'arrive à changer de représentation, alors je peux me ramener au problème de régression logistique, et du coup, tout est plié, je sais comment faire une régression logistique. Et ben, figurez-vous que du coup, c'est exactement pareil qu'avant, c'est-à-dire que maintenant, ce qu'on peut faire, c'est approximer n'importe quelle frontière continue comme une suite de lignes brisées. Et comment? On va faire exactement comme avant. On va prendre notre point dans R2, on va faire des régressions linéaires, faire des combinaisons linéaires avec des relus, etc., avec plusieurs couches, plusieurs nœuds entre plusieurs couches intermédiaires, plusieurs nœuds à chaque couche. En fait, on ne fait que passer d'une dimension à une autre dimension jusqu'à arriver à la dimension finale, et on estime qu'à la dernière couche, il ne restera plus qu'à faire une régression logistique. Enfin, on espère qu'il ne restera plus qu'à faire une régression logistique pour plier le game, entre guillemets. Et donc, du coup, là, c'est vraiment la même idée. On passe de xy dans R2 à une probabilité, puis après, on regarde la fonction de coût. C'est la fonction coût nous aide à mettre à jour les poids qu'on avait ici, donc il y a pas mal de poids quand même, et on fait ça jusqu'à que la fonction de coût soit le plus faible possible, jusqu'à qu'on converge à quelque chose, et on espère qu'à la fin, ça marchera. Voilà. Donc, il faut savoir que maintenant que la classification dans les réseaux de neurones, on la fait souvent pour des images. Donc, ce n'est pas vraiment des points dans l'espace qu'on fait, on considère des images, et des images, c'est des données de très très grande dimension. Si vous considérez rien qu'un petit carré de taille 128 x 128, ça fait 16 384, une dimension de 16 384. Donc là, on est dans une dimension de départ qui est déjà extrêmement grande. Et ça, c'est qu'un tout petit carré, donc imaginez une autre chose. Imaginez votre écran, par exemple. Donc du coup, en vérité, ce genre d'architecture-là, il n'est pas du tout employé pour faire de la classification d'images parce qu'il y a beaucoup trop de poids qui devraient intervenir dans l'histoire. Et donc du coup, c'est pas du tout préconisé de faire ce genre de choses. Et en plus, on a d'autres outils qui permettent d'arriver à des très bons résultats. En fait, le notion de neurone que j'avais présenté avant, ça consistait juste à faire une opération linéaire. Donc vous pouvez le voir ici, par exemple. Voilà, mon neurone ici, c'était juste quelque chose qui faisait une combinaison linéaire d'entrée. Bon, en pratique, un neurone, c'est n'importe quoi qui peut faire une opération, c'est pas forcément une combinaison linéaire. Il existe d'autres types de neurones qu'on appelle des convolutions, qui permettent d'apprendre à classifier des images efficacement avec un nombre de poids qui défie toute concurrence. En fait, une convolution, si vous voulez, c'est une sorte de filtre qu'on applique sur des images qui va révéler des choses. Si j'applique, là, ça peut être, par exemple, on peut mettre du flou, on peut détecter des contours, mais par exemple, si on veut détecter qu'un chat est un chat, on pourrait appliquer une convolution qui chercherait
les détails de l'oreille du chat, les détails de l'œil du chat, parce que c'est surtout l'œil du chat qui pourrait aider vraiment à détecter que c'est un chat. Et tout un tas d'autres détails, et du coup, ce genre de neurones, qui s'appelle, si vous voulez, on peut appeler ça entre guillemets des neurones convolutifs, et ben, de un, c'est très efficace, et de deux, il y a beaucoup moins de poids qui sont impliqués dans la création de filtres, ce qui fait que c'est beaucoup plus utilisé dans le cadre de la classification d'images que ce qu'on vient de voir. Alors après, il faut savoir que la convolution, vous allez les voir dans une autre formation, donc je ne vais pas détailler plus que ça. C'est juste pour vous dire que quand on fait de la classification d'images avec des réseaux de neurones, c'est pas ça qu'on fait, mais on fait autre chose, on fait intervenir ce qu'on appelle des convolutions. Maintenant, on peut revenir à PyTorch rapidement avec mon notebook. Donc là, vous voyez, j'ai régénéré une frontière qui est sinusoïdale. Et là, les points sont parfaitement séparés par la sinusoïde. J'ai pas mis de bruit, mais on pourrait rajouter du bruit si on veut. Et ce que je fais là, c'est que je vais redéfinir un autre type de réseau neuronal parce que cette fois-ci, ma dimension initiale, c'était 2. Donc du coup, je me suis senti obligé de refaire une sorte de classe pour créer un réseau de neurones, puisqu'il fallait juste changer le fait que je voulais démarrer avec la dimension 2. Et par contre, tout le reste, c'est la même chose parce qu'après, on passe de la dimension 2 à toutes les dimensions qu'on veut. Et à la fin, on a toujours un réel qui va être prédit. Donc, c'est la probabilité d'appartenir à la classe orange pour chaque point. Donc ça n'a rien changé. Alors, il y a juste un truc qui est rajouté ici, c'est que en plus de l'opération finale, comme je vous ai dit, on met la sigmoïde pour traduire le résultat final en probabilité. Donc la sigmoïde, c'est une fonction d'activation d'ailleurs, donc au même titre que la relue. Mais ici, elle nous sert précisément à transformer en quelque chose en probabilité. Ensuite, le coût. C'était le coût de binary consentropie, donc consentropie binaire que je vous avais présenté. Sur PyTorch, c'est juste comme ça qu'on l'appelle. Là, j'ai recommencé à regarder ce qu'on pouvait faire avec 10, 20, 30. J'ai encore utilisé les descentes de gradient. Puis après, la suite, c'est exactement pareil qu'avant, donc je ne vais pas détailler. Quand on lance ça, eh ben, c'est déjà très bien, au bout de 50 000 époques. Et je vous montre un peu le résultat. Regardez, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est le réseau, il essaye d'approximer la frontière comme comme une sorte de suite de lignes brisées. Et d'ailleurs, là, pour le coup, à la différence de la régression, il n'a pas besoin de précisément estimer la frontière parce que parfois, ça suffit pour bien classifier tout, en fait. Pas besoin d'être aussi précis que ça. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont mal classifiées comme là. Mais bon, globalement, vous voyez que il arrive très bien à voir ce qui se passe et comment les points ont été répartis. Parce qu'il a trouvé une représentation ou appliqué une régression logistique est pertinent. Vous voyez? C'est juste ça qu'il a fait. Et même problème qu'avant, c'est si maintenant... donc là, j'ai entraîné sur 0,10. Si je regarde ce qui se passe en dehors de 0,10, ben, vous voyez voir, attendez. Voilà, là par contre, la frontière, il n'a pas pu la deviner, hein, c'est comme ça. Et donc du coup, c'est pas possible d'imaginer faire une classification avec comment dire ça, des données qui seraient différentes, enfin trop différentes de celles avec lesquelles vous avez entraîné. Alors si vous voulez, je peux vous donner un exemple très concret de ça, parce que là, avec des points, on va pas comprendre. Imaginez qu'on entraîne un réseau de neurones avec des chats et des chiens sur fond blanc. Ok? On pourrait s'attendre, nous, ce qu'on s'attend, c'est que le réseau de neurones va bien fonctionner si on lui présente un nouveau chat ou un nouveau chien sur fond blanc. Bon, par contre, et en fait, le problème que je suis en train de dire, c'est que si maintenant on lui présente une photo de chat ou de chien qu'on a pris avec notre appareil photo, peu importe l'appareil photo, avec un fond du coup, bah là, il peut faire n'importe quoi. Bah, c'est exactement ça qui se passe ici, sans le dire en fait. C'est qu'on a pris des points qui sont un peu trop différents de ce sur quoi on a entraîné, et du coup, ça, c'est un peu une limite de la classification qu'on peut avoir avec les réseaux de neurones. D'ailleurs, ça va même plus loin que ça, parce que il faut aussi considérer que quand on s'entraîne avec une base d'images, si toutes les images proviennent d'un même appareil photo, disons, eh ben, le fait d'entraîner ça, ça va impliquer que le réseau risque peut-être d'être efficace que sur des photos prises par cet appareil photo. Bon, bref. Parce que pour chaque appareil photo, si vous voulez, il y a un capteur, il y a une façon de traiter l'image, il y a du bruit qui est créé. Donc en fait, un réseau de neurones, ça peut être très facilement, comment dire ça, en anglais je l'ai, mais ça peut très facilement gêner, hein, si vous faites un peu n'importe quoi. Si vous rajoutez du bruit sur votre photo de chien ou de chat, ça peut aussi faire n'importe quoi. Il y a même des histoires où on peut essayer de hacker, entre guillemets, des réseaux de neurones
juste en rajoutant un bruit sur ce qu'il est censé reconnaître. Par exemple, pour imaginer une voiture autonome, pour rajouter un bruit sur un panneau qui doit reconnaître, un panneau de limitation de vitesse à 30, bah là, ça se trouve, il va le reconnaître comme étant un panneau de limitation de vitesse à 90, juste parce que il n'a pas su reconnaître ce qui s'est passé avec le bruit qu'on a rajouté. Donc ça, faut être conscient de tout ça. Donc les avantages de la classification, c'est que ça est efficace et précis, peu importe la nature de la frontière. L'implémentation est rapide et intuitive. Pour les images, les résultats peuvent être très bons, voire excellents, avec un nombre de points raisonnable, mais en utilisant, je répète, des convolutions. Donc ça, c'est ce que vous verrez plus tard. Et il est capable de, enfin, on peut dire que le réseau neuronal est capable de généraliser à des observations qu'il n'a pas vues, tant que ça reste proche de la distribution d'entraînement. Ok, tant que ça reste proche de la distribution d'entraînement. Si on s'éloigne de la distribution d'entraînement, et ben là, ça peut être problématique. Le réseau ne peut ne pas fonctionner. C'est un peu une vraie limite de la classification qu'on peut obtenir avec des réseaux de neurones. Par contre, un truc qui est vrai aussi là, c'est qu'on a besoin vraiment d'un nombre d'observations non négligeable généralement pour pouvoir être efficace. Alors, il y a des études qui sont faites en ce moment pour essayer de limiter un maximum le nombre d'observations qu'on doit avoir pour réussir à faire une bonne classification, mais en général, dans tout ce que vous allez voir sur Internet, il y a à peu près au moins 10 000 images à chaque fois pour réussir à faire quelque chose. Parce que bon, ça dépend du nombre de classes que vous avez après. Mais voilà, vous pouvez considérer que, par exemple, pour MNIST, il y a 10 classes. MNIST, c'est reconnaître des chiffres qui sont écrits à la main. Il y a 10 classes, parce que ça peut être des chiffres de 0 à 9, et ben ils ont 60 000 images dans leur dataset en tout pour pouvoir couvrir tout ça. Et il faut savoir que c'est 60 000 images après que vous coupez en train, en test, etc. Mais bon, c'est pour vous dire à quel point on a besoin d'images pour pouvoir faire une belle... Enfin, pour pouvoir avoir une bonne précision, quoi. Et quand la tâche de classification est compliquée, ben ça c'est comme tous les réseaux de neurones, ça va demander beaucoup de ressources, beaucoup de temps et beaucoup de mémoire parce qu'il y aura beaucoup de poids en fait à apprendre. Voilà. Maintenant, juste quelques conseils pour l'entraînement d'un réseau de neurones en général. Ce que je veux vous dire, c'est que souvent, pour entraîner un réseau de neurones, et surtout pour évaluer sa performance, on a l'habitude de couper le dataset d'entraînement, enfin plutôt, pardon, le dataset qu'on a en 3 parties qui doivent être indépendantes. Donc, alors, vous savez qu'il y a le train et le test, mais en fait, là, c'est un peu plus subtil que ça. On a le set d'entraînement qui va servir à entraîner le modèle, donc c'est que sur ça que le modèle va s'entraîner. Le set de validation qui va permettre de détecter les moments où le modèle commence à faire n'importe quoi, il s'écarte d'une bonne solution, et donc, du coup, qui va nous aider, si vous voulez, à arrêter l'entraînement au bon moment et à garder les meilleurs poids. Et on a le set de tests qui aussi donc complètement indépendant du train et de validation, qui va vraiment à lui seul permettre de juger la performance de généralisation du réseau. Alors souvent, les gens ne voient pas la différence entre la validation et le test, mais la différence, elle est pourtant importante, c'est que la validation, sans euh, même si on n'a pas l'impression, bah, elle intervient dans l'entraînement parce que c'est à partir de celle-là que, par exemple, déjà on arrête l'entraînement. C'est peut-être à partir de celle-là qu'on décide d'arrêter l'entraînement, parce qu'en fait, on va mesurer une métrique sur le set de validation pendant l'entraînement. À chaque époque, on va mesurer une métrique sur ce set de validation. Et selon ce qu'on va voir sur la métrique, on peut décider d'arrêter l'entraînement et de garder les meilleurs points qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et ça peut aussi servir à optimiser un paramètre, un hyperparamètre, comme le learning rate, la vitesse d'apprentissage. Ça peut servir à plein de choses, mais en tout cas, ça sert dans l'entraînement. Et à partir du moment où ça sert dans l'entraînement, c'est pas complètement indépendant de l'entraînement. C'est indépendant du set d'entraînement, mais c'est pas indépendant de l'entraînement. Et donc, du coup, le set de test, il est complètement indépendant de l'entraînement, et ça permet vraiment de voir à quel point le réseau peut généraliser, du coup, dans ce contexte-là. Maintenant, en parlant du learning rate, donc la vitesse d'apprentissage, vous le savez, c'est le petit coefficient multiplicatif qu'on met devant le gradient quand on fait la descente de gradient pour pas qu'on aille aussi autour du minimum de notre fonction de coût. Ben, s'il est trop haut, donc voilà, c'est ce que j'ai marqué ici, s'il est trop haut, on risque aussi autour du minimum, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, quand on partait de 10 dans x carré, on faisait 10, moins 10, 10, moins 10, sans jamais arriver au minimum. S'il est trop bas, on va converger, mais très 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 lentement, donc en fait, ça peut prendre peut-être des jours, je ne sais pas, si vous vraiment vous exagérez. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver généralement un compromis. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà voir ce qui se passe au niveau de la validation. Alors, ce qu'on aime bien faire, c'est du coup regarder, prendre au départ un learning rate qui est haut, suivre sur la validation comment ça se passe au niveau des époques, puis à partir d'un certain nombre d'époques, si on voit que la validation, si on commence à diminuer notre performance sur le set de validation,
on décide de diminuer du coup le learning rate. Ça peut se faire automatiquement en fonction de ce qu'on observe sur le set de validation. Voilà. Et, quand le set de validation, quand on arrête d'avoir une bonne performance sur le set de validation, c'est le moment où on décide d'arrêter l'entraînement, si vous voulez savoir. Donc c'est pour ça que je dis que le set de validation, il n'est pas indépendant de l'entraînement. Il permet justement de contrôler un peu ce qui se passe dans l'entraînement. Donc c'est pas vrai de dire qu'il est indépendant de l'entraînement. Il est indépendant juste du set d'entraînement. Ensuite, c'est un concept que je ne vous ai pas introduit, mais qui est quand même important, qui s'appelle le concept de mini-batch. Alors là, les données avec lesquelles j'ai travaillé dans mon notebook, elles ne sont pas très grandes. Enfin, c'est pas, on est en dimension 1 ou dimension 2, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, du coup, calculer le gradient de la fonction de coût, ce n'était pas coûteux. Mais en pratique, quand on travaille avec un vrai dataset, je peux vous assurer que c'est coûteux de travailler avec, surtout un dataset d'images. Et donc, du coup, c'est impossible de calculer le gradient complet. Parce que je vous rappelle que dans la fonction de coût, on a une somme qui prend la contribution normalement de chacune des observations. Enfin, on regarde entre guillemets la différence entre ce qu'on a prédit et ce qu'on a vraiment observé, mais du coup, on a une somme qui fait intervenir chaque observation. Donc, si l'observation, elle vit en très grande dimension, et si on a beaucoup d'observations, ça fait un énorme gradient à calculer. Et ça, il faut savoir qu'en fait, pour le calculer, ça passe à travers la RAM de l'ordinateur, mais la RAM, généralement, dans les ordinateurs, on n'en a pas énormément. Hein, c'est pas une mémoire, c'est pas comme une mémoire, c'est pas comme la mémoire de vos disques durs. Et donc, du coup, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait pas vraiment enfin, on ne passe pas d'un coup le dataset, si vous voulez, d'entraînement. Ce qu'on fait, c'est qu'on le coupe en paquets, en batch. C'est-à-dire qu'on, par exemple, si j'imaginais que j'avais 1000 observations, 1000 images, bah, à la place de passer les 1000 images d'un coup, je vais considérer d'abord 100 images par 100 images. Donc les 100 premières images, bah, je vais regarder du coup la fonction de coût et je vais prendre le gradient par rapport à ces 100 premières images et je vais optimiser mes poids par rapport à ça, puis je regarde les 100 prochaines images, etc. Donc là, ce que je suis en train de dire, du coup, c'est qu'une version un peu différente de ce que je vous ai présenté avant, où cette fois-ci, à la place de considérer le gradient de tout le dataset, on considère le gradient, mais que par paquet du dataset. Et du coup, une époque, ça sera, en fait, on considérera qu'on aura fait une époque une itération, si vous voulez, du réseau de neurones, seulement quand on aura passé tous les paquets. En fait, chaque paquet, si vous voulez, la RAM, elle va prendre en compte, elle va avoir en son sein un paquet par un paquet. Donc, on aura un paquet de 100, puis, après, on le supprime, on passe au prochain paquet. Et donc là, ça sera beaucoup plus raisonnable. De toute façon, ça, il y a un exercice dans la partie classification du notebook. J'ai fait il y a une question d'un exercice qui vous demande d'utiliser ça. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, n'hésitez pas. D'ailleurs, c'est vraiment un truc qu'on fait tout le temps en général sur les réseaux de neurones. Donc, il faut vraiment que vous ayez l'habitude de le faire si vous voulez un peu voir ce qui se passe dans ce domaine. Et enfin, oui, un truc important, on n'y pense pas forcément quand on débute, mais c'est très important de garder une trace de l'évolution des métriques pendant l'entraînement. Je ne sais pas ce que ce sera vos métriques, ça peut être par exemple, quand on fait une classification, ça peut être typiquement le nombre, la proportion de prédictions correctes, mais si du coup vous voulez voir si vous voulez surveiller un peu comment se passe l'entraînement du réseau pour voir s'il n'y a pas un problème dans votre modèle, il faut impérativement garder une trace de comment ça évolue, comment la fonction de coût évolue, comment votre métrique qui permet de savoir, enfin, à quel point vous êtes content évolue, etc. Parce que ça, c'est un truc, déjà, c'est un truc pour vous, pour contrôler les choses. Et aussi parce que si jamais vous travaillez en stage ou je sais pas quoi, et que vous faites un réseau neurone sans ça, c'est un peu problématique parce qu'on peut on peut vous le demander parce que c'est important d'avoir cette information. Bref. Maintenant, juste la conclusion. Alors, on a vu que pour la régression de la classification, les réseaux de neurones peuvent faire des miracles parfois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réseau de neurones, en fait, ça n'existe pas que pour la régression de la classification. Ça peut être très bien pour la génération de contenu visuel, la génération de contenu textuel, ou la génération de contenu audio, par exemple, donc des musiques. Alors, je vous laisse voir un peu, enfin, je vous laisserai voir un peu vous-même ce qui se passe dans les petites parenthèses que j'ai mis là. Vous allez voir, c'est assez impressionnant si vous ne connaissez pas. Là, ça peut servir à faire de la prédiction temporelle, mais du coup, c'est des réseaux de neurones particuliers qui ont été pensés pour ça. Ça permet de faire de la retouche visuelle, de la retouche audio, comme du débruitage, reconstruction d'une image, de la restauration d'images. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais on réussit parfois aujourd'hui à restaurer des images de l'ancien temps, entre guillemets, en 4K, ce qui est super impressionnant. Et il y a une tonne d'applications, donc en fait, c'est pas du tout
limiter à juste la régression, la classification, à tout ce que je vous ai dit là. Donc, ça, c'est à vous d'aller voir un peu ce qui se passe sur Internet pour vous rendre compte à quel point c'est puissant tout ça. Et moi, mon conseil, du coup, c'est de vous entraîner, de jouer avec des réseaux de neurones et de tester plein de choses. Donc, ça peut être avec mon notebook, avec d'autres choses. Faites ce que vous voulez. Regardez les tutos sur PyTorch si vous voulez faire avec PyTorch. Et voilà, donc c'est qu'en vous exerçant que vous arriverez vraiment à sortir les choses dans ce domaine. Mais voilà, j'espère que j'ai réussi à vous donner une petite intuition au moins de comment ça se passe pour la régression et la classification. Après, en pratique, pour tout ça, faut savoir qu'il y a quand même une sorte de régression et classification dans l'histoire. Enfin, voilà, si je le dis, enfin, voilà. C'est la base de tout, entre guillemets. Bref. Donc voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, pas de soucis. Moi, j'avais juste une question sur quand tu divises ton dataset enfin, avec 10, 20, 30, Ouais, euh, ouais. en fait, je comprends pas bien ce qui se passe en fait. Parce que enfin, j'ai compris que quand tu mets 10, du coup, du coup, il y a 10 dimensions. Quand tu fais une régression linéaire sur 10 intervalles, Très enfin, bien. si j'ai bien Ouais. compris. Ouais, Mais qu'est-ce attends, que. je peux peut-être te faire un dessin pour comprendre. Attends. Faisons une slide nouvelle. J'ai pas pensé à ça, mais c'est une bonne idée. Voilà. Hop, et je vais annoter. Donc, tac, annoter, voilà. Donc, en fait, comme tu l'as dit, quand je passe de la dimension 1 à la dimension 10, ce qui se passe, c'est que j'ai x, j'ai mon 1, et, alors, par contre, ça fait n'importe quoi. 2 secondes. Faut s'y attendre parce qu'il y a un bug dans. Bon, je vais le faire avec la souris, c'est pas grave. Donc j'ai mon x, j'ai mon 1, et après, du coup, j'ai 10 régressions linéaires. Quand je passe là, je suis en dimension 1, Ouais, et je passe en dimension 10. OK? Donc ok. là, je pense que c'est ce que tu m'as dit, c'est que ce que tu as compris, c'est que voilà, on fait AX plus, A1, A1x plus B1. Bon, alors ça, c'est chiant, il y a un petit bug avec mon. Bon, on fait A1x plus B1, A2x plus B2, etc. Et du coup, on se retrouve en dimension 10. Ça, c'est ce que tu as compris, c'est ça? Ouais, très bien, oui. Maintenant, pour passer de 10 à 20, c'est ça ta question? En fait, je comprends pas bien pourquoi. Ouais, ça, pourquoi en fait tu fais pas juste 10 ou juste 20 ou juste 100. Enfin, pourquoi il y a 10, 20, 30 ou 10, 20, 30, 50. Enfin, il y a un Alors, ah vecteur. oui, d'accord, ok. En fait, ça, tu le fixes comme tu veux. Moi, j'ai fait ça juste enfin, un peu à la louche, si tu veux. D'accord. Mais il n'y a y a pas de meilleure chose qu'une autre. En fait, c'est pour ça que, euh, si tu veux, c'est ça, c'est pour le coup, il y a plein d'architectures différentes qui peuvent fonctionner, en fait. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, même si tu fais quelque chose de trop compliqué, ou peut-être, enfin, en tout cas, si tu fais quelque chose de trop compliqué, la relue pourra tout à fait supprimer ce qui sert à rien, le surplus, et te ramener un modèle plus basique. Mais donc en fait, oui, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner. Mon 10, 20, 30, tu peux faire 10, 10, 10, peut-être que ça fonctionnera. Justement, en fait, l'idée, moi, ce que je conseille, c'est que vous essayez, vous, de faire ça de vous-même, en fait. Proposez des architectures, faites ce que vous voulez, et voyez si ça marche ou pas. Et comme ça, vous allez peut-être comprendre des choses de. Généralement, si je fais juste 10, 10, 10, peut-être que ça marchera moins bien, mais je pourrais pas te le dire comme ça. Alors, si tu fais un truc très profond, ça marchera, je pense, mais peu profond. Si tu mets juste 10, 10, par exemple, je pense que ça marchera pas. Enfin, Après, juste. ça dépend après, ça dépend de la complexité de la fonction. Si tu fais une fonction qui est impossible, 10, 10, ça marchera jamais. Ouais. Ouais. En fait, enfin, ce qui se passe, c'est que, enfin, je comprends vraiment pourquoi il y a plusieurs chiffres en fait. Pourquoi on fait pas juste une seule étape. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, le premier 10, ça nous donne, du coup, on fait un premier test et ensuite le 20, du coup, on affine le premier modèle. Le 30, on réaffine. C'est comme ça que ça se passe ou Est-ce que c'est comme ça que ça se passe vraiment? enfin, je comprends pas bien en fait pourquoi on donne plusieurs chiffres. Pourquoi on donne pas qu'un seul chiffre, par exemple 1000 ou je sais pas combien, et ils se débrouillent avec. Moi, en fait, ce que je donne comme chiffre, là, les 10, 20, c'est juste la dimension enfin, c'est juste les dimensions des espaces où je me déplace. Tu veux, au départ, je suis en dimension 1, puis en dimension 10, puis en dimension 20. C'est moi qui ai décidé, mais c'est toi tu peux changer la chose comme tu veux. En fait, ce que ça veut dire, ça veut juste dire que ça va prendre ça en compte et qu'à partir de là, il va faire des combinaisons linéaires avec des relus et dedans, dans les relus, des fonctions linéaires et qu'à la fin, ça va faire une suite de lignes brisées. Ça va se débrouiller pour faire ça. Après, c'est tellement compliqué que je ne vais pas t'écrire forcément la relation, mais Ouais, je- c'est pour ça que je l'ai fait quand j'ai fait le schéma là. Attends, je t'expliquais parce que je t'expliquais pourquoi c'est compliqué à expliquer. C'est que là, quand j'avais fait la relation avec le relu, il faut imaginer qu'après, si je continue, je serais parti du coup de la dimension 5. Imagine que j'avais pas fini à la fin. Et ouais, imagine, je pars en dimension 10. Bah là, je repars de relu de x-5. Et ma nouvelle coordonnée, ça sera peut-être 3 relus de x-5 plus 10, je sais pas. Et après, tu auras une nouvelle, et après une nouvelle. Enfin, tu peux prendre même pire que ça, en fait. Tu vois les 5 qui sont là, ouais, quand tu passes de 5 à 10, pour chacun des 10 que tu vas avoir à droite,
tu vas devoir utiliser les 5. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas devoir faire une régression linéaire à partir des 5 que tu as là, pour obtenir chaque coefficient de la dimension 10. Ouais, d'accord. Okay. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on appelle un réseau de neurones, parce qu'à la fin, ça commence à faire un vrai réseau. Je n'ai pas tracé tout. Enfin, si je m'amusais à faire ça, j'allais tracer une tonne de flèches, ça aurait été pas très beau à voir. Mais dans l'idée, tu vois, ça accumule des relus et des composés, mais en fait, tu n'es pas forcément obligé de te taper littéralement à quoi ça va correspondre, parce que tu sais que derrière, lui, il va trouver les poids, il va ajuster pour que ça marche bien. C'est ça l'histoire. Ouais, très bien, merci. Et voilà, donc il faut vraiment avoir en tête que du coup, quand tu passes de 10 à 20, quand tu passes de 5 à 10, par exemple, il prend les 5 pour créer chaque coefficient des 10. Ouais. Voilà, donc à chaque fois, il y a vraiment beaucoup. Du coup très intéressant, que je peux te redire ça maintenant. Bon, alors, il faut imaginer, normalement, si je faisais... bon, il faudrait que je rajoute en vérité ici un poids de 1, enfin le 1 qui est là. Il faudrait le remettre ici aussi, parce qu'il n'y a aucune raison que la régression linéaire qui est là, il n'y aurait pas de 1. Là, dans mon cas, il n'y en avait pas, parce que j'ai décidé de ne pas le mettre, mais on devrait le rajouter en vrai. Et du coup, en fait, si on veut voir le nombre de poids qui sont impliqués quand on passe de dimension 5 en dimension 10, bah c'est simple. On fait 5 plus 1, parce qu'il y aura 5 la dimension 5 plus le biais, plus le 1 qui est là, donc ça fait 6, que tu multiplies par 10, parce que pour chaque coefficient, tu vas en avoir 6, et tu te retrouves avec 60 poids en faisant ça. Ce qui est beaucoup plus que les 2 poids de ta régression linéaire de base. C'est important quand on fait des réseaux de neurones, donc c'est important quand on fait des réseaux de neurones d'avoir une notion du nombre de poids qu'on va être amené, que notre modèle c'est vraiment une bonne chose d'essayer de comparer deux modèles en fonction du nombre de poids, parce que des fois, deux modèles peuvent arriver au même résultat, alors qu'il y en a un qui a un nombre de poids qui est beaucoup plus faible, et du coup qui va converger beaucoup plus vite, et du coup qui sera beaucoup plus intéressant. Donc c'est intéressant de se rendre compte de ça. Et c'est pour ça que voilà, faut pas oublier que dans ces modèles, il y a énormément de poids et beaucoup plus que la régression linéaire. Est-ce que du coup, le fait qu'on puisse pas, comment dire, sortir de l'ensemble des données de test, ça fait que c'est beaucoup plus intéressant de travailler systématiquement sur des données relatives? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par des données relatives? Imaginons que j'entraîne mon algorithme sur des données qui varient entre 100 et 1000. Ouais. Et ensuite, je dis, va bosser sur ces données qui, elles, varient entre 1000 et 10 000. Et en fait, avec la logique qu'on a jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il va être totalement paumé. Mais en fait, on pourrait lui dire dès le début, ou alors juste faire un traitement de données avant, lui dire, tu prends le minimum et tu nous fais, tu varies. En fait, tu fais un algorithme qui travaille entre 100 et 10 fois le minimum. Entre 100 et 10 fois le minimum. Au lieu de travailler entre 100 et 1000, tu travailles entre 100 et 10 fois ça. Ouais, mais lui, il va pas comprendre ça, parce qu'il va pas le voir, le point. Mais du coup, il y a un traitement de données à faire avant, mais c'est pas plus intéressant d'être tout le temps en données relatives. Alors, moi, la question que je... Ah, ok, je me suis posé... Alors, moi, je pense que je me suis posé la même question que toi, juste avant de faire cette formation. C'est marrant. Mais moi, je la vois dans un autre sens. C'est plutôt, est-ce que ça que tu veux dire? Est-ce que si j'ai des données entre 0 et 10 et que je normalise tout, entre 0 et 1, est-ce que du coup, si j'ai des données entre 10 et 100, je peux renormaliser entre 0 et 1 et ça va marcher, c'est ça? Ouais. En fait, pas du tout. Je me suis dit la même question que toi, mais j'ai réfléchi. Quand tu normalises entre 0 et 10, tu vas diviser par 10, entre guillemets. Et en fait, ton modèle, il va, du coup, pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne, après, sur le test, il faudra que tu divises par 10 aussi sur le set de, le set de test, en fait, qui est sur un autre intervalle. Du coup, ça ne marchera pas du tout. Parce que normalement, quand tu fais de la transformation, il faut toujours que la transformation que tu fasses ce soit la même sur le set d'entraînement que sur le set de test. Parce que sinon, le modèle, il n'y a pas du tout. Il faut que le modèle, il apprenne par rapport à la même transformation. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, si on traite les données avant et que c'est pas le modèle qui fait la transformation. Oui, mais même, si tu te ramènes à 0,1, à partir de 0,10, tu as dû diviser par 10, par exemple, disons. Ouais. Donc, ce que je te dis, c'est qu'il va falloir aussi diviser par 10 sur le set de test. Tu n'auras pas le choix, parce qu'il faut que ce soit la même chose. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, tu peux pas prendre en compte une transformation pour ton set de test qui dépend du set de test. Comment dire ça? Parce que le réseau, il va être entraîné par rapport à la transformation que sur le set d'entraînement. Ça va pas du tout fonctionner, en fait.
Bon, alors sinon, on va faire Ouais. plus. Sinon, ce que tu peux faire, c'est tester toi-même. Fais ce que tu viens de me dire. Donc, je te demande pas, fais-le plus tard, hein, mais Mhm. teste-le. Donc, fais entre 0 et 10, mets ta répartition des points, mets tout entre 0 et 1, fais ta classification, et ensuite fais la même chose avec des points entre 0 et 100, mais en fait, ça n'a rien à voir parce que, enfin, pardon, entre 10 et 100, parce que là, le facteur de normalisation n'est pas le même. C'est là où je veux en venir. Si tu te mets même si tu te mets après entre 10 et 20, bon, ce sera le même. Entre 10 et 20, ce sera le même à la limite. Mais je suis pas. Ouais, mais si tu vas diviser par 10, non, ça va pas marcher. Ok. Tu vas faire ce que tu as dit, tu vas pas. Le but, c'est de te ramener à 0,1 à chaque fois. Donc, en fait, à chaque fois, en essayant de te ramener à 0,1, ce que je suis en train de dire, c'est que tu devrais te ramener à un intervalle sur le test qui sera justement en dehors de 0,1. Donc, en fait, on ne fait que déplacer le problème. Enfin, c'est mon point de vue. Ok, oui, je vois. Pas de souci, Arwan. C'est comme, comment te dire ça? C'est comme, tu sais, quand tu fais la transformation où tu enlèves la moyenne et tu divises par la variance, quand tu fais ça, tu dois toujours le faire par rapport au set d'entraînement. C'est-à-dire, ton set d'entraînement, tu prends la moyenne, tu prends la variance, et une fois que tu l'as, tu dois appliquer la même transformation sur le set de test pour que, ensuite, on peut imaginer que ton modèle puisse faire quelque chose avec ton set de test. Tu le vois très bien, d'ailleurs, dans d'autres modèles de machine learning, si tu veux faire du SVM ou je sais pas quoi, tu dois faire ça.